Alors, moi, ça a été un honneur pour moi d'être ici ce soir. Il y a environ 2 ans, j'étais dans une espèce d'impasse et toutes les portes étaient complètement fermées. Je ne savais pas trop comment relancer ma vie. Et un soir, je naviguais sur Internet comme ça, puis je cherchais quelque chose. Je savais même pas quoi, mais je cherchais quelque chose. Puis je suis tombée sur des vidéos d'un gars qui avait une tronche à faire peur. Mais je l'ai écouté quand même parce que j'ai une formation d'approche hygiéniste. Alors j'ai reconnu le thème, j'ai reconnu de quoi il parlait. Et aussi parce qu'il y avait quelque chose dans cet homme-là qui a fait que ça m'a accroché, comme ça vous a accroché vous autres aussi. Sûrement. Sûrement pour ça que vous êtes aussi ici ce soir. Alors j'ai continué à l'écouter, puis ça m'a juste nourri parce que ça faisait un certain temps que j'avais terminé mes cours, puis ça m'a nourri. Et par la suite, il y a un bon ami qui est rentré dans ma vie, un certain Patrice Robert, qui m'a posé des questions sur le frugivorisme. Alors j'ai répondu à ces questions, puis je l'ai dirigé vers les vidéos de Thierry. À partir de là, comme Patrice est un autodidacte, il a commencé à faire des recherches et il a été conquis. Pas par moi, par Thierry. Et il s'est vraiment engagé dans le chemin de la régénération. Et là, il a eu une bonne idée, celle d'écrire le guide alimentaire frugivore que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet. Il m'a demandé qu'on l'écrive ensemble. Par la suite, il y a eu une autre idée, une idée à la mesure de ma folie, celle de faire venir Thierry au Québec. Arrêtez ça, je vais y prendre goût, moi, là. Et c'est ce qu'on a fait. J'ai dit oui à son projet. On a commencé, on a organisé ça. Et au fur et à mesure que ça a avancé, ça a grossi. On était censé être un petit groupe au départ. Et finalement, ça a donné un stage extraordinaire. On a refusé des personnes. Hier, à Québec, on était au-dessus de 200 personnes dans la salle. Et on comprend pourquoi. Parce que de vidéo en vidéo, moi, j'ai vu la transformation de Thierry, comme vous avez pu la voir, vous autres aussi. Et on a l'occasion ce soir de vraiment goûter à sa générosité, à la beauté de son être. Et moi, sans plus tarder, je vous priverai pas plus longtemps, je vais vous présenter Thierry Casasnovas. Merci. Est-ce que tout le monde arrive à me voir si je suis ici? Ouais, je vais vraiment avoir du mal à être là-haut. C'est pas de la fausse humilité, mais j'aime pas être trop mis. Enfin, ça a aucun sens que je sois en haut. Donc, si ça vous va, je vais me déambuler là-bas. Ouais, donc je tenais quand même déjà en préambule à remercier Patrice et Sylvie, Patrice Robert, Sylvie Sauvé, qui ont vraiment organisé toute ma venue. Qui ont cru en ma venue, même quand je ne répondais pas aux emails, qui ont cru en ma venue, même quand je leur disais que finalement il y allait peut-être avoir des difficultés, qui ont cru malgré tous les indicateurs qui indiquaient que peut-être il y avait quelque chose de trouble en France et que c'était pas aussi clair que ça pour moi non plus, mais bon voilà, ça s'est bien passé. Je vous remercie vraiment d'être là. J'ai entendu quelque chose dans ce qu'a dit Sylvie là, qui va me servir un petit peu pour démarrer. Comme elle vous l'a dit, il y aura un temps de questions-réponses après, donc vraiment, j'ai à cœur aussi qu'il y ait ce temps de partage. Elle a dit finalement, de mois en mois, j'ai vu la transformation de Thierry, et finalement, j'ai envie de dire, est-ce que ça a une quelconque importance? Ce que j'aimerais bien dans cette conférence ce soir, c'est... Oula. Ce que j'aimerais bien, non mais j'aime bien déambuler, donc j'espère que ça vous dira, parce que j'ai du mal. Ce que j'aimerais bien dans cette conférence ce soir, c'est vous apporter suffisamment d'arguments, suffisamment de faits, pour que chacun d'entre vous puissiez passer de ce que j'appellerais l'adhésion à la conviction. C'est-à-dire que l'adhésion, ça va dépendre de la tête de Thierry. C'est-à-dire que si Thierry il va de mieux en mieux, on se dit, bah ouais, son truc, ça marche. Et puis s'il va pas de mieux en mieux, ben son truc, ça marche pas. Alors qu'en fait,
Moi, je dis toujours, des fois, on me dit, ouais, un tel, il parle de tel régime, et puis vous avez vu, il est gros et tout. Et puis je dis, mais si son truc est vrai, on s'en fout s'il peut le suivre ou pas. Enfin, moi, en tout cas, je m'en moque éperdument. On a tous des émotions, on a tous notre façon de fonctionner. L'important, moi, ce qui me touche, c'est si la personne parle vrai ou pas, si elle a des arguments à apporter ou pas. Après, j'espère pour elle, si elle a touché quelque chose qui tient de la vérité, ben, qu'elle peut l'appliquer, mais si elle peut pas l'appliquer pour une raison X ou Y, matérielle ou pas, ben, ça m'importe peu. Alors, je vais essayer vraiment de vous apporter des arguments qui feront que, même si dans 2 mois je suis obèse, ou si je suis plein de boutons, à l'inverse, si on vous dit Thierry, il est parti à l'hôpital, ou si on vous dit qu'en fait ça n'ait aucune importance, hein, et que ça ne puisse pas nous ébranler, parce que sinon, ben, on se fait une idée, on entend un discours, alors ouais, on se dit ouais, c'est bien, le mec il est percutant et ainsi de suite. Et puis le lendemain, il y a, d'habitude c'est le frère, la sœur, le beau-frère ou la belle-sœur. D'habitude, les coups bas, les coups les plus bas viennent de la famille. Vous savez, les trucs vraiment qui nous prennent à rebours. Et là, il arrive avec un article. L'article qui prouve que, finalement, si on mange plus de 2 jours d'affilée, ben, des fruits et des légumes sans rien d'autre, ben, on est carrément en danger de mort. C'est un truc qui a été vraiment étudié par des chercheurs néo-zélandais, hein. Et vraiment, on a vu que ça mettait en péril de mort. Alors on se dit, ah ouais, mais c'est vrai. Je sais pas, et ainsi de suite. Si on a une conviction, le beau-frère, il va débarquer avec ça. Alors, soit l'article, on voit à quel point il est bidonné, soit on le voit pas, et puis on va lui dire, écoute, ok, je le note. Ça correspond absolument pas ni à mon expérience, ni à ma conviction. Je t'y répondrai peut-être si je trouve des arguments, mais à la limite, ça n'a aucune importance, je vais pas me laisser démobiliser par ça. Et vraiment, c'est ça qui est important pour moi, parce que ça permet de pas faire le yo-yo, parce que souvent, finalement, comme on est dans un mode d'adhésion, parce qu'on nous a appris à adhérer à des discours, on nous a pas appris finalement à nous émanciper, à réfléchir par nous-mêmes, à nous réapproprier les choses, on nous a appris à adhérer à des discours qu'on nous servait, on n'avait pas demandé qu'on nous les serve, on nous les servait, on n'avait pas trop le choix, et on nous a appris finalement à y adhérer, à ne pas trop se poser de questions, et finalement, comme il n'y a pas d'autres discours ambiants, ben, on n'est pas trop ébranlé. Le problème, c'est que si on fait comme ça pour un discours qui est un petit peu en rupture avec le modèle ambiant, ben, immédiatement, on va se faire ébranler très facilement. Parce qu'effectivement, ce que je vais essayer de vous présenter ce soir, alors, je m'excuse d'avance pour les personnes qui sont déjà gavées de vidéos, j'ai pas de grandes nouvelles à vous annoncer, techniquement, hein. Je vais pas faire un coming out, les vertus de la pizza ou des choses comme ça, donc j'avais rien de plus à trouver, donc je vais quand même parler à peu près des mêmes trucs, hein. Je suis un peu désemparé, et même pour ceux qui sont venus hier soir à Québec, j'ai pas non plus de grandes nouvelles. Il y a rien d'écrit, donc ça sera différent, mais c'est chaque fois un petit peu similaire. Et d'ailleurs, au fil des vidéos, je vous remercie quand même d'avoir l'endurance, parce que finalement, au fil des vidéos, je dis toujours la même chose que je vous dirai dans 1h30. Donc, vous pouvez revenir. C'est à peu près la même chose, c'est fait le ménage. Je vais vous proposer effectivement un modèle qui est en rupture avec le modèle ambiant, le modèle actuel, le modèle, la norme, on va dire, le normal même, comme diraient certains. C'est important pour moi déjà de commencer en précisant ce que c'est que cette notion de modèle. Pour moi, un modèle, on appréhende le monde qu'au travers de modèles. C'est-à-dire que je ne sais pas, en tout cas c'est très rare pour un individu de pouvoir percevoir les choses sans avoir immédiatement tout un filtre d'interprétation, sans avoir tout un système de souvenirs, de croyances, de pensées par rapport à ce qu'il voit. Même si je vois cette boîte par exemple, eh bien, immédiatement je vais l'analyser par rapport à ma culture, par rapport au nom qu'on lui a donné, on l'appelait ça boîte, donc ça a un sens pour moi, et donc j'appréhende jamais le réel, ou quasiment jamais, peut-être dans des états de méditation, peut-être que c'est possible d'appréhender le réel directement, en tout cas, dans le mode commun de vie, on n'appréhende pas le réel directement, on l'appréhende au travers de modèles. Ces modèles, ils sont censés expliquer le monde. Alors, je dis bien, ils sont censés expliquer le monde, ça veut dire qu'un modèle, ce qu'on attend d'un modèle, c'est qu'il soit efficace, pour moi. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends d'un modèle. C'est-à-dire qu'il me permette de comprendre ce que je vois, qui me permettent de le comprendre assez bien pour que je puisse en saisir un petit peu les enjeux, que je puisse adopter une attitude adéquate
et que finalement, ben, je juge de sa pertinence avec les résultats qu'il va apporter. Le modèle, il n'a d'intérêt que parce qu'il est efficace. Si vous avez un modèle, par exemple, au hasard, hein, dans lequel, ben, si vous avez un bouton qui apparaît sur la face, c'est la honte. Mais c'est la honte absolue. Il faut surtout qu'il s'en aille tout de suite. Pas question d'avoir ce bouton. Puis de toute façon, si t'as un bouton, c'est que t'es malade. Et si t'es malade, c'est mal. De toute façon, voilà. Ça, il faut pas. Alors, immédiatement, vous allez faire appel à toute une ingénierie, à des chercheurs, à des scientifiques qui sont extrêmement pertinents là-dedans pour développer un produit anti-bouton. Ce produit anti-bouton va fonctionner, va supprimer les boutons. Génial, on a atteint nos objectifs. Imaginons que vous ayez un autre modèle dans lequel le bouton, ben, c'est juste une manifestation, une sortie de quelque chose, une tentative de sortie d'expulsion, une tentative presque désespérée, je dirais même, de sortie d'expulsion de quelque chose qu'on appelle ben, des produits encombrants. C'est des gros encombrants qu'on appelle des toxines, des acides. Vous savez, dans les films, il y a toujours le gentil, le méchant, c'est les méchants. Voilà. Les méchants, on les appelle les acides dans ce monde-là. Et donc les acides, c'est une tentative pour le corps de sortir par là, et puis on se dit finalement, si ça sort par là, ben, c'est que ça peut pas sortir ailleurs. Donc en fait, le problème n'est pas là. Le problème est dans le fait que finalement, il y a beaucoup de ces méchants qui sont accumulés dans le corps, et qui frappent au portillon, qui veulent à tout prix sortir, surtout que le corps les fait sortir. À ce moment-là, on va se dire, bon, finalement, le bouton, c'est le cadet de mes soucis. Hein, mais par contre, les conditions qui font que ce bouton émerge, ben, je comprends que derrière, là, c'est que la face émergée de l'iceberg, et que derrière, il y a des tas de boutons potentiels qui sont là, qui attendent, qui piaffent, hein, qui ricanent parce qu'ils se disent, je vais lui tomber au pire des moments, hein, juste avant une fête de famille ou un truc comme ça. Moi, juste avant que je commence à enregistrer une vidéo, par exemple, paf, ça sort là, devant la caméra. Et donc, on comprend et on adopte une attitude qui est radicalement différente. On ne va pas lutter contre le bouton. Alors, un modèle, souvent, ça demande une croyance de base. Par exemple, dans le modèle actuel, la croyance de base, c'est si tu es faible, si tu as de la fièvre, si tu as la moindre manifestation à l'extérieur, c'est négatif. C'est quelque chose de mal. Ça prévaut, c'est un modèle qui prévaut à l'échelle du corps. Hein, on a des boutons, on a de la fièvre, on a quelque chose qui sort, hein, une manifestation, une douleur quelconque, c'est quelque chose de mal. Ça prévaut aussi à toutes les échelles de la société. Vous avez un enfant qui braille, paf, hein, vous avez quelqu'un qui est pas content, soit vous êtes le plus fort, vous l'explosez, soit vous essayez de le rendre mutique. Hein. La moindre manifestation, bon, on la calme, on la tempère, soit en achetant les gens, en leur donnant des bribes de récompense pour qu'ils arrêtent de manifester, soit en le réprimant violemment. Mais des fois, les mots, hein, faut pas m'en vouloir. Pareil, s'il y a des expressions françaises, d'habitude, dans le contexte, on arrive à comprendre, hein. Ça fait une semaine et quelques que je galère avec les expressions québécoises, alors je prends un peu ma revanche. Donc, là, vous êtes à ma merci pendant 1h30, donc je vais en profiter. Donc, on est dans un modèle de base qui postule, finalement, que le symptôme est le problème. Quel que soit le symptôme est le problème. Ça, c'est un postulat. Donc, à partir de là, puisque le symptôme est un problème, on développe toute une stratégie pour exploser le symptôme. C'est naturel, on y arrive très très bien, on y arrive de mieux en mieux, on supprime les symptômes. Manque de bol, si au moins certains d'entre vous sont ici, c'est qu'ils ont expérimenté ce modèle, comme moi j'ai pu l'expérimenter. On s'est donné tout notre mal pour shooter du symptôme. On a réussi tant bien que mal, selon les moments. Et puis finalement, on s'est rendu compte que d'année en année, ben, les symptômes, ils revenaient. Parfois, au début, c'était des petits symptômes. Ce que j'appelle des petits symptômes, c'est des choses qui passent rapidement, du style une grippe, une coqueluche, un gros rhume. Hein, c'est pas marrant sur le coup, mais rapidement, on en est débarrassé. Et puis que d'année en année, c'était devenu des problèmes de foie récurrents, chroniques, hein, qui n'avaient jamais de pic, mais qui étaient quelque chose de plus latent. C'est-à-dire, c'est pas la grosse maladie, hein, la grosse maladie qui fait qu'on arrête tout, on reste couché, on va pas à l'école ou on va pas au boulot. Hein. Et puis là, là, c'était une espèce de douleur lancinante qui nous traîne de jour en jour. Hein. C'était quelque chose qui nous mine. Ça va pas bien, mais ça va pas mal non plus. C'est une espèce d'usure des jours, finalement. C'est comme ça, c'est la vie. Et puis, peut-être que dans un troisième stade, finalement, c'est plus des
petites maladies, c'est plus des maladies chroniques, mais là, c'est les gros méchants. Hein, les gros méchants, il y a des mots qui font peur dans notre société, donc cancer, maladie auto-immune, alors ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Alzheimer, ça même, on s'en rend pas trop compte, donc à la limite. Parkinson, sclérose en plaques, hein, et ainsi de suite. Hein. Et là, c'est les gros costauds. Et on se rend compte que finalement, d'année en année, eh ben, on a tout bien fait. Qu'est-ce qu'on a tout bien fait? On a supprimé les symptômes. C'est ce qu'on nous avait dit. On nous a dit, si tu supprimes les symptômes, tout va bien. On a supprimé les symptômes, et pourtant, d'année en année, ben, ça va de pire en pire. Donc là, légitimement, un jour, on se dit, bon, écoute, ok, on m'a proposé un modèle, si on a conscience que c'est un modèle. Parce que la difficulté, c'est déjà d'avoir conscience que c'est un modèle. Parce qu'on a tellement été baigné dedans qu'on croit que c'est que c'est normal, que c'est inquestionnable. Moi, très longtemps, pour moi, j'avais un bouton, c'était un problème. J'avais de la fièvre, c'était un problème. Je mouchais, c'était un problème. Je me posais pas la question. Il a vraiment fallu des coups de butoir pour que je me pose vraiment des questions pour remettre ça en cause. Donc, si effectivement on commence à remettre ça en cause, eh bien, on va dire, est-ce qu'il y aurait un autre modèle? Ce soir, je vais essayer de vous proposer un autre modèle. Et comme tout modèle, il se base sur ce qu'on appelle un paradigme, c'est-à-dire une idée de départ qui est démontrée par sa propre validation. C'est-à-dire que c'est une idée de départ que je ne vais pas démontrer, mais simplement le fait que tout le modèle se déploie à partir de cette idée de départ. Et si le modèle fonctionne, ça fait que cette idée de départ, ben, elle est juste, elle est acceptée comme juste. L'idée de départ, c'est une super bonne nouvelle. Enfin, en tout cas, moi, elle me réjouit. Et puis, quand on me l'a annoncé aussi, elle m'a vraiment réjoui. C'est que l'état normal, par défaut, de l'individu, c'est l'état de pleine santé. À tous les niveaux. C'est-à-dire pleine santé physique, pleine santé psychique, pleine santé émotionnelle, tout. Pleine santé. C'est l'état normal par défaut. C'est-à-dire que on ne n'est pas malade, on est en pleine santé. On est potentiellement en pleine santé. Et que finalement, ce qui va venir empêcher la manifestation de cette pleine santé, parce que parmi nous, tout le monde n'explose pas de pleine santé. En tout cas, ce soir, je me suis regardé dans la glace, puis j'ai regardé les gens rentrer. Voilà, on n'est pas tous explosants de pleine santé. Ben, ce qui fait qu'on n'explose pas de pleine santé, ben, c'est un phénomène d'accumulation. Accumulation de ce qu'on a appelé, dans le modèle que je vais vous proposer, des toxines, des acides, des produits acides. Accumulation et usure, uniquement. Accumulation et usure. Et que finalement, eh bien, pour que cet état de pleine santé soit manifesté, ben, il suffit de enlever ou permettre que s'enlèvent ces accumulations et que l'usure, eh bien, soit remplacée, soit renouvelée, que les produits manquants, que l'énergie manquante soit renouvelée. Et qu'une fois que ça s'est rétabli, ben, tout se remet en place naturellement. C'est le modèle que je vais essayer de vous présenter. Le premier modèle dont je vous ai parlé, c'est un modèle qu'on dit hygiéniste, symptomatique, pardon, désolé, symptomatique, c'est-à-dire le symptôme et le problème, on explose le symptôme, tout va bien. Et le second principe que je vais essayer de vous présenter, le nouveau paradigme, enfin nouveau, ça fait quelques années que j'en parle, donc c'est pas nouveau, c'est un peu du réchauffé, mais bon, c'est un modèle qu'on dit hygiéniste. D'ailleurs, c'est pas un truc, premièrement, c'est pas un truc que j'ai inventé, non déplaise à mon ego, hein. C'est pas un truc même qui a été inventé maintenant, hein. Hippocrate déjà, et certainement bien avant lui, défendait ce modèle-là. Simplement, c'est comme tout le temps dans l'histoire, il y a des courants qui sont dominants, et surtout les courants dominants ont la capacité de faire croire que finalement ils n'ont toujours été que les seuls disons qui étaient en lice, que finalement toute l'histoire de l'humanité ne conduit qu'à leur achèvement, à leur épanouissement. Alors c'est pas du tout le cas. Il y a toujours eu ce mouvement de l'hygiénisme qui a été plus ou moins fort suivant les époques, mais ça a toujours été présent. Et ce mouvement de l'hygiénisme, il a une particularité, c'est qu'en fait les symptômes, je dirais qu'ils s'en moquent un peu. Et vous verrez, on arrive à un paradoxe avec ce modèle-là, que finalement le symptôme n'est pas important. C'est-à-dire que l'apparition de symptômes n'est pas un problème en soi, et la disparition des symptômes n'est pas une bonne nouvelle en soi. Que la disparition des symptômes peut être une bonne nouvelle, que dans la majorité du cas, au contraire, c'est une mauvaise nouvelle pour la plupart des individus. Ce qui est complètement en rupture. Ce modèle hygiéniste, il se base sur une loi de biologie. Et alors là, qui n'est pas de la biologie selon Thierry Casasnovas, un truc de hippie ou un truc inventé dans des espèces de médias alternatifs nébuleux.
c'est une loi de biologie qui est connue par n'importe quel biologiste, qui est valable à toutes les échelles du vivant, vraiment à toutes. On va l'appliquer spécifiquement au corps humain, mais ça s'étend à toutes les échelles du vivant. Cette loi, elle dit que tout système, alors un système, ça peut être un organisme, un individu, une population bactérienne, un pays c'est un système global, un continent, c'est un système, ça peut être une forêt, hein, ça c'est un système végétal, ça peut être à toutes les échelles du vivant, on va avoir des systèmes. Tout système laissé à lui-même en l'absence de perturbation, il y a quand même une petite remarque, revient spontanément à l'état d'équilibre au travers d'une série de réactions qu'on appelle des processus régulateurs. Alors cette phrase, c'est un principe qu'on appelle le principe d'homéostasie. L'homéostasie, ça veut dire simplement que, pling, vous avez quelque chose qui est déséquilibré, eh bien, spontanément, il va revenir à un état d'équilibre au travers d'une série de processus. Là, par exemple, quand on voit un pendule comme ça, eh bien, le pendule revient spontanément à l'état d'équilibre au travers d'une série de processus qu'on appelle les oscillations. Et vous avez entendu, tout système laissé à lui-même en l'absence de perturbation. Imaginons que je prends mon pendule, puis que je laisse osciller, qu'est-ce qu'il va y avoir comme perturbation? C'est que, par exemple, au niveau de cette oscillation, moi je vais l'attraper. Si je l'attrape, il ne reviendra jamais à l'état d'équilibre. Si je l'attrape, parce que je dis les oscillations, c'est quelque chose de mal. Moi, ce que je veux, c'est qu'il revienne à l'équilibre. Donc je l'attrape là. Mais il ne reviendra jamais à l'équilibre. Et puis chaque fois que je le relâcherai, il repartira en oscillation. Et là, j'attraperai mon mobile, histoire qu'il ne reparte pas en oscillation. Je dirai, là, ça suffit. Et pourtant, il repartira dès que je le lâcherai. Dans le corps, c'est encore plus pervers. C'est que les oscillations, quand on les arrête, comme ça, eh bien, entre-temps, il y a une espèce de force supplémentaire qui fait que quand on redémarre un peu plus haut. Qui fait que quand on relâche encore plus. Et l'oscillation est encore plus grande. Alors, ce principe de l'homéostasie, tout corps laissé à lui-même en l'absence de perturbation revient spontanément à l'état d'équilibre. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est que l'état d'équilibre? Alors, pour un pendule, c'est d'être comme ça. Pour nous, à la limite, ça ne nous parle pas vraiment. L'état d'équilibre pour l'individu, c'est, on revient à mon premier paradigme, l'état de pleine santé. Le truc où tu as la pleine santé physique, intellectuelle, mentale, psychologique, tout, tu dors bien, tu manges bien, tu digères bien, tu vas bien à la selle, ça fait bonimenteur de foire, mais c'est tout va bien. Tout va bien dans ta vie, ta femme, tes enfants, ta voiture, ton job, tout va bien. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas, au niveau santé au moins, tout est en ordre. C'est pour ça que quand on parle de santé physique, de santé psychique, vous verrez que finalement la frontière entre les deux, hein, on a créé des catégories, et souvent on croit que les mots créent la chose. C'est-à-dire on a créé la psyché, puis on a créé le physique. Donc on se dit, il y a deux choses. Simplement, en tant que tel, à part dans mon intellect, moi, je peux pas séparer la psyché du physique. Hein, il y a le physique, il y a mes pensées, j'ai pas idée. Alors si oui, je dis, ma pensée, quand je pense, je me prends la tête. Hein, sauf que, mal tombé, les recherches actuelles montrent que quand je pense, je ne devrais pas me prendre la tête, je devrais me prendre le ventre. Parce qu'en fait, c'est là que ça se passe. On en touchera peut-être quelques mots plus tard. Hein, aussi étrangement parlant, c'est pas dans ce que j'appelle la boîte à poux que tout se passe, mais globalement, c'est plutôt à ce niveau-là. Et que le fameux cortex cérébral, c'est tout au plus un très bon ouvrier, un très bon transformateur, un très bon compilateur, qui joue son rôle dans les processus cognitifs, dans les processus de pensée, mais que c'est en aucun cas le chef à bord, et que le chef à bord, il est là. Et que manque de bol, on inflige des traitements qui sont inappropriés au maître à bord, et que ça explique certainement que nous soyons une population, en tout cas, quand je dis nous, c'est les bons François, que nous soyons une des populations qui tient la médaille d'or au niveau de la consommation des antidépresseurs. Donc il n'y a pas de quoi nous envier, hein. Mais les Français sont les champions du monde de toute catégorie depuis pas mal d'années. Puis vous inquiétez pas, on s'entraîne super fort à coups de rillettes et de pâté en croûte. Ah, ça, l'entraînement, ça. Et puis chaque Noël, on se dit waouh, on est encore les kings, quoi. Et on est les plus gros consommateurs d'antidépresseurs. Et comme ça, et on verra effectivement pourquoi ça s'est passé ainsi. Donc je vous ai dit, tout système laissé à lui-même en l'absence de perturbation. Alors on parle de santé humaine, il va falloir quand même qu'on sache ce que c'est que les perturbations. Non, parce que c'est bien joli, mais moi je veux bien éviter les perturbations, il faut qu'on me dise ce que c'est. Ok, je le note dans un coin. Revient spontanément à l'état d'équilibre au travers d'une série de processus qu'on appelle les processus régulateurs. Ah, ok.
Il y a des processus régulateurs. Il faudrait que je sache là aussi ce que c'est. Donc je le note. Qu'est-ce que c'est que les processus régulateurs? Et puis je comprends que pour cueillir le gros lot, hein, pour cueillir le pompon, du style la pleine santé, tout va bien dans ta vie à tous les niveaux, eh ben, il faut que ces processus régulateurs, ils aient lieu. Donc j'ai intérêt à les connaître pour pas les empêcher. Globalement, ce qu'on a appelé les processus régulateurs, c'est les symptômes. Je vais vous le démontrer, je vais vous l'expliquer. Vous comprenez très bien que le second modèle ne peut pas cohabiter avec le premier. Puisque le premier modèle passe son temps à exploser du symptôme, le second modèle postule que le symptôme est un passage obligé qui n'a pas plus d'importance que ça, que c'est une des oscillations du mobile pour revenir à son état d'équilibre. Et que ce symptôme-là, il est tout au plus un indicateur de quelque chose. Et si on a les outils pour les analyser, eh bien, ça nous permettra de savoir un petit peu où on en est dans ce processus d'oscillation. C'est tout, rien de plus. Comme dans tout modèle, eh bien, on va avoir des idées fortes. Le principe de base de l'hygiénisme, tel qu'il m'a été enseigné, un principe ultra simple, ramène le corps à simplement 3 éléments. Alors, au début, ça ébranle quand on dit ça. Parce qu'on est habitué à une pensée complexe, et on est habitué à valoriser la complexité. C'est ce qu'il en est, hein. Moi je suis physicien de formation, hein, et à la fac, je vois exactement où on nous a entraînés, et franchement, les modèles simples comme celui que je vous ai présenté, moi j'aurais appelé ça des modèles de gru-gru à l'époque. C'est vraiment des modèles de gugus, ça rime pas à grand chose. Au début, ça ébranle d'avoir un modèle aussi simple. Et pourtant, moi ce que j'attends d'un modèle, c'est qu'il soit efficace. J'ai un grand ami qui m'a dit une phrase une fois qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, ne créons pas des modèles plus complexes que nécessaire. Hein? Ce qu'on attend d'un modèle, c'est qu'il soit efficace, qu'il porte des fruits. Si on parle en termes de santé, ce qu'on attend, c'est que la personne qui souffre soit réellement rétablie. Non pas qu'elle ait une suppression des symptômes et que l'année suivante ça revienne, mais que son état de santé soit globalement métamorphosé. Si ça marche, à la limite, si le modèle il est super simple et qu'il peut être exposé à un enfant de 3 ans, eh bien, tant mieux. Au fur et à mesure des années, je me suis même rendu compte qu'on avait survalorisé la complexité, mais que de plus en plus, et dans tous les domaines des sciences, plus un modèle est simple, plus elle a de chance d'être proche de la vérité. Faut pas exagérer non plus, faut pas caricaturer le trait, mais je me suis rendu compte qu'on nous a persuadé que plus complexe égale mieux, et que ça, c'est d'une certaine manière une façon de nous tirer vers l'obscurantisme. Alors, vous le comprendrez dans cette conférence, je ne fais de procès vraiment à personne. Quand je parle d'un état d'esprit, je parle vraiment d'un état d'esprit. Je pense que chacun de nous, on peut être mu par un état d'esprit ou par un autre, par un modèle ou par un autre. La personne n'est jamais à remettre en cause, je ne focalise jamais sur une personne, je focalise sur l'état d'esprit qui prévaut dans cette personne à ce moment-là. Et quand je rencontre une personne qui a un état d'esprit qui me semble antagoniste au mien, je ne vais pas avoir envie de exploser cette personne, de la dominer. Au contraire, je vais avoir envie de la contaminer, de lui apporter l'état d'esprit dans lequel je suis, qui me semble plus adapté que le sien. Et donc toute personne qui n'est pas d'accord avec nous n'est pas une personne avec qui on doit s'opposer dans mon regard, c'est une personne avec qui on doit s'associer, que l'on doit amener, que l'on doit attirer vers nous, et on doit lui apporter ce qui me semble être un modèle plus efficace, parce qu'elle n'a pas la chance de le connaître encore. Donc, attention, si je parle à un moment de la médecine, c'est pas pour focaliser sur les médecins. J'ai beaucoup d'amis qui sont médecins, parmi mes meilleurs amis sont médecins, donc c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, et heureusement pour nous, il y a de plus en plus de médecins qui ont un état d'esprit qui évolue énormément, et qui sont en train de sortir d'un modèle symptomatique, et qui au contraire utilisent tous les outils de la médecine moderne qui sont extrêmement puissants et qui peuvent nous être extrêmement utiles, mais avec un nouveau modèle. Parce qu'en fait, l'outil, la plupart du temps, il est neutre. Ce qui importe, c'est la façon dont on va l'utiliser. C'est le modèle qui prévaut quand on va prendre cet outil en main. Donc voilà, juste pour préciser, je fais pas de guerre de personne contre personne. C'est plutôt un état d'esprit, c'est même pas une guerre, c'est plutôt une opposition entre un état d'esprit, une façon de penser et une autre. Et cette façon de penser, elle peut radicalement changer chez un individu. Chez moi, par exemple, il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture quand je me suis mangé un mur, quand j'étais plus viable. Quand j'ai eu des graves problèmes de santé, ça marchait plus du tout, j'étais laissé pour mourant.
Donc, eh ben, là, je suis passé d'un état d'esprit à un autre. Moi, la personne, je suis resté le même par certains côtés. C'est mon état d'esprit, c'est le modèle dans lequel j'étais qui a changé. Donc, dans ce modèle hygiéniste, ce nouveau modèle, je vais vous présenter un système schématique de représentation du corps très simple. Le corps est composé simplement de 3 éléments. Le corps, il est composé de cellules qui sont alimentées par un liquide et qui évacuent leurs déchets dans un autre liquide. Alors ça, c'est bien joli. On va dire, ok, le cœur, qu'est-ce que c'est? Ben, le cœur, c'est composé de cellules alimentées par un liquide et qui évacuent leurs déchets dans un autre liquide. Ok, d'accord, mais c'est des cellules cardiaques. Ok, mais au niveau des besoins fondamentaux de la cellule, au niveau des besoins qui font que si ces besoins sont remplis, la cellule va fonctionner de manière adéquate, on se fiche totalement de la spécificité de la cellule. C'est-à-dire que la spécificité, ça tient à des organisations cellulaires, ça tient à des petits détails de finition, c'est ce qui va faire que dans votre voiture, vous allez avoir des sièges en sky rouge ou en sky bleu, mais qu'au final, la voiture, dans sa globalité, eh bien, elle va avoir exactement les mêmes besoins. Une voiture, pour rouler, ça a besoin d'essence, ça a besoin d'énergie dans sa batterie. On se moque de savoir quelle est la couleur de l'intérieur. Il va y avoir des petites différences, mais c'est pas ça qui va faire la différence fondamentale. Elle a les besoins de carburant et d'électricité. Eh bien, au niveau de la cellule cardiaque, eh bien, toutes les cellules cardiaques ont les mêmes besoins. Elles ont besoin d'être alimentées et elles ont besoin de rejeter leurs déchets. Ça aussi, c'est valable à toutes les échelles du vivant. Un humain, il a besoin de s'alimenter et il a besoin d'évacuer ses déchets. Parce que, je l'avais dit hier, si imaginons qu'un humain ne peut plus évacuer ses déchets, imaginons qu'on bouche au niveau de l'anus et qu'on ferme au niveau de la sortie urinaire, au bout de 2-3 jours, ça va pas être folichon comme état. Enfin, 3 jours, allez, 4, 5, 6 jours, mais il y a un moment où, j'ose pas imaginer le tableau, ça devient assez gore, mais voilà, c'est... chacun se fait son petit film, donc voilà, je vous laisse responsable des images qui germent dans vos têtes. Donc, tout organisme vivant a besoin de 2 choses. Manger, avaler, consommer, apporter quelque chose et évacuer. Au niveau du corps, c'est pareil. Quand on zoome sur le corps, quand on rentre dans l'infiniment petit, l'organisme de base auquel on va s'intéresser, c'est la cellule. Elle a besoin de consommer et d'évacuer. Ok, les cellules hépatiques, pareil. Le foie, les cellules hépatiques, ce sont des cellules qui ont besoin de manger, qui ont besoin d'évacuer, qui ont besoin de manger, qui ont besoin d'évacuer. Pareil dans tous les tissus. Il n'y a pas une partie du corps dans laquelle il n'y ait pas des cellules. Et ces cellules, elles ont toutes les mêmes besoins, manger et évacuer. Dans le cerveau, les cellules, on les appelle des neurones, mais elles ont exactement les mêmes besoins. Une cellule qui mange de façon adéquate et qui expulse ses déchets de façon adéquate fonctionne bien. Quand un ensemble de cellules peut manger de façon adéquate et expulser ses déchets de façon adéquate, l'ensemble des cellules fonctionne bien, et que si cet ensemble de cellules forme ce qu'on appelle un organe, eh bien l'organe fonctionne bien. Quand des tas d'organes, des tas de cellules fonctionnent de manière adéquate et que cet ensemble d'organes forme un organisme, donc un être humain, cet être humain fonctionne bien. Donc au final, il s'agit de s'assurer que les cellules, elles reçoivent des aliments et elles évacuent leurs déchets. Alors la question d'évacuation, elle est très très intéressante. Est-ce que vous savez quels sont les 2 métiers les moins sexy du monde et pourtant les plus importants du monde? Lequel? Ah ouais, éboueur. Ouais, ça, il fait quoi ton papa? Il est éboueur. Ça, on n'aime pas. Pourtant, effectivement, si on arrête de collecter les ordures dans une ville, ça s'est vu, je crois, à Rio de Janeiro il y a quelques années, les éboueurs avaient fait une grève. En 2-3 jours, c'était la catastrophe. Pourquoi? Parce que les immondices s'accumulaient. Donc, puisque les déchets s'accumulaient, eh bien, la nature, la création est parfaitement bien faite. Il y a des tas de petits auxiliaires qui sont venus pour manger ces immondices. En l'occurrence, c'était des rats. Les rats ont débarqué, et puis il y a eu des proliférations bactériennes, et ainsi de suite, pour résoudre ce problème d'accumulation de déchets. Alors, effectivement, à l'échelle de la société, le métier le moins valorisé et certainement le plus important, c'est le métier d'éboueur. À l'échelle de la santé, les gens qui s'occupent du côlon, hydrothérapeute, je vais vous en parler, mais c'est vrai que, si on dit hydrothérapeute, d'habitude, personne ne sait ce que c'est. Mais si on te demande, alors il fait quoi, toi? Elle était hydrothérapeute. Ok, mais ça consiste en quoi? Oh, mais c'est facile. Elle prend les gens, elle leur met un tuyau dans l'anus, et puis elle fait rentrer de l'eau. Alors tout de suite, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire complet? Ils savent plus quoi inventer pour attraper les gogos. Qu'est-ce que c'est que ce délire?
Et pourtant, je vais essayer de vous montrer que c'est la fonction la plus importante de l'organisme. Quand je vous parle des liquides qui alimentent la cellule et ceux qui permettent d'évacuer les déchets, ben, il y en a un, on va l'appeler le sang. Et l'autre, on va l'appeler la lymphe. Alors le sang, il est censé apporter ce qu'on appelle les nutriments et l'oxygène. C'est les besoins fondamentaux de la cellule. Les nutriments, ben, c'est les aliments qui vont être propres à la cellule. On verra tout à l'heure, si on a le temps, quels aliments sont spécifiques à la cellule. Et puis, de l'oxygène, et de l'autre côté, il évacue les déchets. Si on regarde les proportions de ces deux liquides, c'est assez intéressant, parce que moi, la lymphe, j'en avais jamais entendu parler. Pour vous montrer jusqu'où peut aller l'idéologie, c'est que premièrement, on me l'avait jamais enseigné, je savais même pas que ça existait. Je connaissais le sang, les analyses de sang, et qu'est-ce que tu as assez dans le sang, et sang, et sang, et sang. Lymphe, j'en ai jamais entendu parler. Deuxièmement, on se rend compte actuellement encore qu'il y a énormément de chartes de physiologie dans lesquelles la lymphe est soit absente, soit représentée d'une façon tellement lacunaire qu'on a l'impression que finalement ça n'a strictement aucune importance dans le corps. Pourtant, la lymphe, et ce qu'on appelle les fluides lymphatiques, représentent 75% des fluides du corps. C'est-à-dire que d'un côté, on a un quart de sang, de l'autre côté, on a 3/4 de lymphe. Alors, il y a toujours un débat. S'il y a quelqu'un qui est un peu spécialiste de la physiologie dans la salle, il me dit non mais c'est faux, parce qu'en fait de la lymphe, il n'y en a pas autant. Alors ça aussi c'est une particularité de l'esprit humain, c'est de découper tout en tranches de saucisson, puis de créer des catégories, puis des catégories de catégories, puis des catégories de catégories de catégories. Comme ça, c'est très complexe, et comme c'est très complexe, on est très content. Comme c'est très complexe aussi, il faut vraiment un spécialiste de telle tranche de saucisson pour répondre à tel problème de telle tranche de saucisson. Et comme ça, ben, le système est de plus en plus complexe et finalement, on s'en sort pas et c'est pas efficace. Non mais, je caricature, mais c'est un peu ça. Donc, au niveau de la lymphe, quelle est la différence entre le sang et la lymphe? Pourquoi est-ce qu'il y en a un qu'on appelle sang et l'autre qu'on appelle lymphe? Parce qu'on me dit, oui, il y en a un qui est rouge, l'autre qui est bleu. En fait, la lymphe, elle n'est pas bleue. Hein. Ça aussi, idéologie. Rouge, couleur chaude, bleu, couleur froide. Hein. La couleur chaude, on en a plus envie que la couleur froide. D'accord? Qu'est-ce qui est bien, c'est le chaud, et qu'est-ce qui est mal, c'est le froid. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je suis plutôt attiré vers le chaud. Couleur chaude, c'est toujours connoté positivement. Le sang, c'est un liquide sur base hydrique. C'est-à-dire qu'il est composé d'eau, principalement. C'est de l'eau, beaucoup d'eau, avec autre chose dedans, des nutriments qui sont véhiculés. La lymphe, c'est un liquide qui est composé d'acides gras. C'est-à-dire que c'est un liquide gras. Alors, dans la lymphe, souvent, quand on parle de la lymphe, on parle de ce qu'on appelle la lymphe circulante. C'est-à-dire un liquide qui circule dans tout le corps. Mais les cellules baignent elles-mêmes dans de la lymphe. Elles baignent dans cette lymphe qui va permettre de recevoir les déchets que vont produire ces cellules. Et donc quand on dit que la lymphe représente 75% des fluides du corps, on englobe tout ce qui est de type lymphatique, c'est-à-dire tous les fluides du corps qui ont la même fonction, qui sont composés d'acides gras et qui ont la même fonction, on le verra tout à l'heure, c'est de recueillir délicatement dans leurs petits bras menus les déchets, parce que les produits gras sont les plus adaptés pour recueillir les déchets et les traiter. Donc je vous ai dit, sang, cellule, lymphe. Si la cellule reçoit par le sang, et si elle évacue par la lymphe, ben tout va bien. Donc on se dit légitimement, ok, on va s'intéresser à ce qui arrive par le sang, on va vérifier que ça sort par la lymphe, et tout va aller bien. Alors, déjà quand on dit on va s'intéresser à ce qui arrive par le sang, il y a un petit bémol. Le sang n'arrive jamais directement aux cellules. En fait, les cellules, je vous ai dit, elles baignent dans un liquide qu'on appelle le liquide interstitiel, toutes les cellules. Et ce liquide interstitiel, il est de type lymphatique. Et ce liquide interstitiel, eh bien, il est là pour recueillir les déchets produits par les cellules. Parce que ça, c'est une chose auquel on ne pense pas assez. Quand on commence à se lancer dans une démarche de santé, tout de suite, on nous parle de certains poisons dans notre mode de vie qui vont venir nous intoxiquer de l'extérieur. Il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est que une immense toxicité dans le corps est simplement produite par le travail des cellules. Tout organisme vivant consomme des produits et rejette des déchets. Qu'est-ce que c'est qu'un déchet? Un déchet, c'est un produit qu'on ne peut pas utiliser. Ça fait un peu la palissade et pourtant c'est ça. Un déchet, c'est un produit qu'on ne peut pas utiliser. Imaginons par exemple, vous êtes chez vous, vous avez un grand jardin, mangez une banane. Vous avez votre peau de banane, vous ouvrez la fenêtre, en tout cas moi c'est comme ça que je fais chez moi, puis je tire ma peau de banane. Elle arrive au sol, j'ai un espace de compostage, ma peau de banane, finalement elle va commencer à se décomposer, elle va nourrir la vie du sol, et ça va devenir de la valeur, de la richesse, ça va enrichir mon sol. Imaginons que j'habite au 26e étage d'une tour, en pleine ville.
Si je jette ma peau de banane par la fenêtre, techniquement, c'est, voilà. En tout cas, en France, on peut se le permettre. Au Québec, je sais que vous êtes beaucoup plus carré, donc vous le faites pas. Donc, on jette pas ses peaux de banane par la fenêtre, parce que sinon, ça devient une catastrophe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met sa peau de banane dans une poubelle. Cette poubelle, à un moment, il va falloir la descendre, hein, la mettre en bas de la rue. La peau de banane est un déchet dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu la valoriser, on n'a pas pu la réutiliser dans le système. Donc les cellules, eh bien, elles reçoivent des produits via le sang, et puis ces produits, elles les utilisent, elles les transforment, elles les mâchouillent, elles jouent avec, et puis à un moment, ben, il reste quelque chose. Ce quelque chose, c'est un déchet. Elles l'évacuent. Et ces déchets, ils vont où? Ben, ils vont dans ce fameux liquide interstitiel. Et ensuite, ils sont censés être pris en charge par cette lymphe pour être traités et éliminés. Parce que vous comprenez bien, ben, si les déchets s'accumulent, ben, il y a un moment où ça va poser un problème. Imaginons par exemple que vous avez une pièce de votre maison. Alors, chez moi par exemple, la pièce de la maison, c'est la salle de jeu du petit. Parce qu'une salle de jeu d'enfant, souvent, il y a énormément de choses. Donc, imaginons que vous avez une pièce plein d'objets. Ou même pire que ça, non pas la salle de jeu. Imaginons que vous avez une pièce qui est plein d'objets que vous n'avez pas touchés depuis un temps, la pièce dans laquelle on coince tous les trucs qu'on veut pas voir, et puis on ferme à grand-peine la porte, et puis on se dit surtout que ça bouge pas, et puis ça donne l'impression que la maison elle est super rangée, alors qu'en fait il y a cette espèce de pièce dans laquelle il y a des choses qui pourrissent, même on a oublié un peu de nourriture, enfin voilà. Ça commence à être une pièce vraiment nauséabonde. Dans cette pièce, d'un seul coup, un jour on vous apporte une belle corbeille de fruits, et puis vous voudriez la déposer dans cette pièce. Qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez la porte. Si la pièce est archi-comble, il y a deux possibilités. Ou imaginons même pire que ça. Le modèle me vient doucement, hein, la comparaison me vient doucement. Imaginons, plus pervers que ça. Dans cette pièce, vous avez séquestré votre mari, ou votre femme. D'accord? Et tous les jours, vous devez lui apporter à manger. D'accord? Cette pièce est remplie d'immondices et de détritus. Et lui ou elle, il est au milieu de cette pièce et puis il attend impatiemment, avec beaucoup d'amour et d'espérance, la pitance que vous allez lui apporter. Donc vous arrivez avec votre bon plat rempli de fruits, par exemple, superbe, et là vous voulez rentrer dans la pièce, vous ouvrez la porte, catastrophe, c'est plein de produits. Donc, bon, soit il y en a tellement que de toute façon, vous allez entendre ces petits couinements affamés, mais vous ne pourrez rien lui apporter, soit vous allez pouvoir lui apporter, mais en passant au travers de tous ces immondices, vous allez en bousculer pas mal, qui vont renverser de la poussière, qui vont renverser, et le plat que vous allez lui apporter finalement, eh bien, il va être à l'image de tout ce qu'il y avait dans la pièce, c'est-à-dire absolument dégoûtant. Ben, imaginons que votre mari, votre femme, plouf plouf, selon les cas, ben, ce soit la cellule. Et que ce plat que vous voulez lui apporter, eh ben, c'est les nutriments qui devraient lui arriver par le sang. Et la pièce dans laquelle il est enfermé, ou en tout cas il est placé, mais c'est ce fameux liquide interstitiel. Vous comprendrez très bien qu'avant de s'intéresser à lui apporter un plat de bananes, de mangue finement découpé, délicatement découpé, il y a un moment où il va falloir s'intéresser à évacuer un petit peu ce qu'il y a dans cette pièce, de manière à ce que vous puissiez lui apporter dans les bonnes conditions. C'est pour ça que, contrairement à ce que l'on croit, la fonction d'évacuation est toujours première par rapport à la fonction d'alimentation. On est une civilisation qui s'intéresse toujours à savoir qu'est-ce que tu as mangé, tu as mangé combien, est-ce que tu as mangé assez, est-ce que tu as assez de nutriments, de vitamine B, C, D, B6, B9, D12, D6, D9, est-ce que tu es resté assez au soleil, est-ce que tu as eu assez, et puis moi on me disait, mange petit que tu es tout maigre, mange que tu fais de la peine à ta grand-mère, et c'est toujours comme ça. Hein. On s'intéresse à ce qu'on va manger, à ce qu'on va consommer. On ne se rend pas compte qu'on aura beau consommer le meilleur régime du monde, hein, si la pièce est complètement encombrée, si le milieu dans lequel baigne notre cellule est complètement encombré, eh bien, ce meilleur régime du monde, hein, bon, déjà, si on arrive à le digérer de manière adéquate, si on arrive à l'assimiler, on verra exactement ce que c'est de manière adéquate, eh bien, il va arriver aux portes de la pièce, hein, et il n'arrivera pas à atteindre la cellule. C'est-à-dire que on peut être en pléthore alimentaire, comme on l'est dans notre civilisation, et on peut être complètement affamé au niveau cellulaire, parce que rien n'arrive à la cellule. Pourquoi? Parce qu'elle baigne dans ce liquide qui est complètement chargé, qui n'a pas été évacué, qui n'a pas été éliminé, qui n'a pas été nettoyé. Ok, on dit, vous voyez? D'accord, j'ai compris. Non, c'est pas plus.
Bon, maintenant, explique-moi comment on fait pour nettoyer. Déjà, souvent, on n'a pas grand-chose à faire, ça se fait. Ok, alors ça se fait comment? Ben, le réseau lymphatique, il est assez marrant. Hein, vous avez tout ce milieu-là, puis ça fait un petit peu comme les ramifications d'une rivière. Vous savez, vous avez des tas de petits bras, et puis qui vont se réunir dans un gros canal. Hein, et ce gros canal, il va où? Ben, ce gros canal, il circule dans le corps, et puis il arrive là, et puis là, il rencontre une grosse artère sanguine. Ok? Donc tu m'expliques que, en fait, ce réseau-là, ben, il récolte tous les déchets, hein, il les concentre bien consciencieusement. Une fois qu'il les a bien concentrés, bien arrangés, hop, il arrive au niveau du sang, et alors, souvent, moi, au début, on me disait, ben, il les déverse dans le sang. Alors là, la logique, je me grattais la tête quand même. Je me disais, voilà, le sang est censé nourrir la cellule, on collecte tous les déchets de la cellule, on les concentre bien précautionneusement, mais alors super rigoureusement, et puis une fois qu'on les a bien concentrés, hop, on les refonce au sang, histoire qu'ils les refassent bouffer à la cellule. Et là, la logique, là, elle m'échappe complètement. On se rend compte que le sang, c'est un liquide sur base hydrique, c'est de l'eau. La lymphe, c'est un liquide sur base grasse. Qu'est-ce que ça fait de la graisse dans de l'eau? Ça fait pas grand-chose, ça se mélange pas. Il peut pas y avoir de mélange entre les deux. Donc il y a un point de contact qui est bienvenu, parce que dans le corps, finalement, bien, on fait tout pour recycler. Et il peut y avoir peut-être des éléments dans la lymphe qui sont profitables au sang et réciproquement. Mais c'est simplement un point de contact. Ok. Alors tu me dis donc que ma lymphe, elle collecte tous les déchets, elle circule un peu dans le corps, et qu'après elle va où? Ben, elle va nulle part. Ça peut pas marcher, ça. Ça peut pas marcher, parce que bon, au début, il n'y a pas grand-chose dans cette lymphe, elle va commencer à collecter les déchets, puis rapidement, elle va être pleine. Ça peut pas marcher, ton système. On regarde un peu plus en détail, puis on se rend compte qu'en fait, le long de cette lymphe, de ce circuit lymphatique, ben, de temps en temps, on voit comme des petites boules, hein, des petites vésicules, des petits ganglions. On en a là, principalement. On en a sous les bras. On en a à ce niveau-là. Puis je crois qu'on en a derrière les genoux aussi. Bon, je crois qu'on en a 800, 1000, enfin, voilà, c'est un ordre d'idée. Hein. Je suis pas un spécialiste des chiffres, donc vous m'en voudrez pas. Je donne des ordres de grandeur parce que souvent la précision n'a pas vraiment d'intérêt en elle-même. 800, 1000 à peu près dans le corps. Et donc ces petites boules, elles servent à quoi? Ben, ces petites boules, elles sont pleines de bactéries. Alors les bactéries, souvent quand on dit bactéries, tout de suite, pareil, c'est pas le truc très glamour. Bactéries, microbes, champignons, ça dépend lesquels, mais quand même, champignons quand on est à l'échelle du corps, où j'ai des champignons. Ouais, non, enfin, voilà, on va faire. Pourtant, il faut savoir quelque chose, je vous ai dit, eh bien, quand il y a une accumulation de déchets quelque part, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Des microbes, des bactéries, des champignons, des levures. Ils servent à quoi? Ils servent à grignoter les déchets. Ce sont les agents les plus importants à l'échelle de la planète. C'est-à-dire que sans bactéries, sans micro-organismes, sans tous ces espèces de petits agents de l'ombre finalement qui ne sont pas valorisés, eh bien, on croulerait sous notre MERDE, je pense que vous avez le mot en québécois aussi, donc vous pouvez traduire, hein, on croulerait tout cet état, cette quantité d'immondices. Et qu'est-ce qui transforme finalement, qui recycle, qui transforme, qui permet de faire que cette quantité de produits qui sont sortis de notre fonctionnement, du mode de vie, de la vie elle-même, eh bien, puissent être recyclés, transformés et qu'on ne croule pas sous ces déchets, eh bien, c'est tout ce peuple de l'ombre, toutes ces bactéries, toutes ces levures. Les ganglions lymphatiques, ils sont remplis de bactéries et de levures. Alors, on se dit, bah ouais, c'est logique. C'est logique. La lymphe, elle recueille les déchets. Il y a bien des ganglions lymphatiques qui vont accueillir ces déchets. Et effectivement, dans ces ganglions lymphatiques, il y a des tas de bactéries, de micro-organismes, dont le rôle va être quoi? Ben, va être de prendre ces déchets, de commencer à les digérer, de diminuer, on va dire, leur toxicité, leur agressivité, et ce faisant, de permettre ensuite que ça sorte sur l'extérieur. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la lymphe ne sort pas sur l'extérieur. Moi, j'ai rarement fait ni pipi ni caca de la lymphe. Hein. Pourtant, c'est vrai, je le disais hier soir, c'est le modèle m'est venu, ça serait pratique. Imaginons, ce truc-là récolte tous les déchets de l'organisme. De temps en temps, tous les 2 jours, on a une espèce de tirette sous le bras. On vidange la lymphe, clac, on s'en remet une bonne dose, bien propre.
et puis c'est tranquille, on est reparti comme en 40. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. Il n'y a pas de tirette, en tout cas moi j'ai pas l'option, hein. Donc il n'y a pas de tirette, on peut pas évacuer la lymphe, hein. Donc cette lymphe, il faut bien que, s'il y a des choses qui arrivent dedans, il faut bien qu'elle puisse sortir ces choses-là. Donc effectivement, dans ces ganglions lymphatiques, eh bien, les déchets qui sont apportés, ces déchets qui sont agressifs, qui sont toxiques pour l'organisme, ils vont commencer à être digérés, ils vont commencer à être transformés, jusqu'à ce que leur niveau d'agressivité, de toxicité, soit suffisamment bas pour être évacué par quelque chose qu'on appelle les émonctoires. Les émonctoires, en grande partie, en tout cas les principaux pour l'organisme, c'est l'urine et les selles, c'est-à-dire tout le système urinaire et tout le système intestinal. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, imaginons par exemple, hein, que vous soyez en train de travailler à la chaîne, comme ça, et puis votre rôle, c'est de prendre des déchets, de diminuer la toxicité. Okay, et vous avez un rythme de 10 déchets à l'heure. Okay, on vous envoie des déchets, on est en dessous du rythme de 10 déchets à l'heure, ok, two finger in the nose, pas de problème, 2 doigts dans le nez, vous traitez vos déchets. Ok, vous les traitez bien, puis après vous les faites passer au suivant, qui peut effectivement les évacuer parce que vous avez diminué la toxicité. Puis d'un seul coup, il y a un petit chef pervers de l'autre côté qui commence à ricaner. Il s'en sort bien. Là, je vais augmenter la cadence. Donc il augmente la cadence, il arrive à 10. Alors là, bon, vous êtes à votre régime, mais là, toujours, pareil, vous le regardez, petit clin d'œil, tu m'as pas eu. Et puis là, il se dit, haha, c'est comme ça, je vais encore augmenter le rythme. Il augmente le rythme et il passe à 15. Alors là, il y a 2 possibilités. Soit, régulièrement vous en prenez, puis vous les virez derrière en vous disant, bon, je m'en occuperai plus tard, quand on fera la pause. Soit, vous le traitez pas de manière adéquate, pas complètement en tout cas. Au lieu de diminuer complètement la toxicité de ce produit-là, vous allez la diminuer de moitié, ou de 3/4. Et puis quand même, vous le faites sortir après. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? En français, il y a une expression que les hommes comprennent d'habitude assez facilement. On dit pisser des lames de rasoir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. On appelle ça une cystite. Infection urinaire, inflammation urinaire. Uriner une urine qui est brûlante, qui vient vous brûler littéralement quand elle sort. Ou déféquer des selles qui vous brûlent l'anus, hein, qui vous créent des ulcérations, qui vous créent des hémorroïdes au niveau de la sortie par l'anus. Mais ça, c'est simplement que le système avait trop de déchets à traiter par rapport à sa capacité à les traiter, qu'il a été saturé, et que finalement, il avait 2 possibilités, soit les mettre de côté, soit bâcler le travail, et que vous êtes plutôt un bâcleur de travail. Enfin, en tout cas, votre système lymphatique. Hein. Il a bâclé le travail, et que donc vous vous retrouvez avec un système saturé. Alors ça, c'était le premier point. Donc, on revient à notre petit vésicule, nos petits ganglions, qu'on peut considérer en tant que des espèces de micro-stations d'épuration. Je sais pas, vous avez de l'assainissement individuel ici au Québec, je crois, hein, des petites stations d'épuration dans les maisons, donc ce qu'on appelle des fosses septiques. Fosses septiques, d'ailleurs, vous remarquerez, qu'est-ce qu'on y met dedans? On y met régulièrement des bactéries. Pas vous, mais on verse régulièrement des bactéries dans la fosse septique, histoire que ça fonctionne. Dans le corps, c'est exactement la même chose. Donc, les fosses septiques, dans le corps, elles ont une capacité, ces fosses septiques, en cas qu'elles soient en surcharge, ces fosses septiques, elles peuvent finalement passer à un sur-régime de travail. Pour passer à un sur-régime de travail, c'est simple. De seul coup, il commence à y avoir beaucoup de déchets dans une fosse septique en particulier. Il y a quelqu'un dans le système, je ne sais pas qui exactement, qui siffle et qui rappelle du monde à la rescousse. Des microbes, des bactéries, en particulier aussi des globules blancs, ce qu'on appelle des leucocytes, qui sont un peu les grands digesteurs du système, qui viennent finalement et qui vont accomplir un surcroît de travail. Pour ce faire, pour qu'ils puissent arriver plus rapidement sur la zone, il se passe un phénomène, qui est un phénomène qu'on appelle l'inflammation dans le corps. Je pense que peut-être certains d'entre vous ont déjà pris des anti-inflammatoires. Alors, anti-inflammatoire, c'est bien joli, mais anti quelque chose, il faudrait savoir à quoi sert le quelque chose. Parce qu'avant de faire de l'anti quelque chose, il faudrait savoir quel est le sens de ce quelque chose. L'inflammation dans le corps, elle correspond à quoi? Dilatation des tissus. On voit que la dilatation des tissus, elle permet des meilleurs échanges et qu'elle permet à plus de globules blancs d'arriver rapidement dans une zone particulière. L'inflammation, elle permet une élévation du métabolisme. Le métabolisme, c'est la vitesse des échanges dans l'organisme, c'est-à-dire la façon dont les produits vont pouvoir migrer, transiter. L'inflammation,
est une réaction adaptative dans l'organisme pour répondre à une situation d'urgence. C'est un peu comme si on ouvrait une troisième voie sur la voie rapide. Hein, vous avez une voie rapide à deux voies, puis d'un seul coup on ouvre une troisième voie. Voilà le sens de l'inflammation. Le sens de la fièvre d'ailleurs est très proche de ça. La fièvre augmente ce qu'on appelle le métabolisme. En augmentant la température, elle fait en sorte que ça nettoie, ça active plus vite dans le corps. Donc vous avez une inflammation qui apparaît au niveau d'un ganglion. C'est ce qui s'est passé peut-être un jour si vous avez eu des ganglions gonflés à ce niveau-là, hein, au niveau des amygdales par exemple. Hein, si vous avez eu des ganglions gonflés là. Alors à ce moment-là, c'est là où la question des modèles se pose. Il y a deux possibilités. Soit vous vous dites, mes ganglions sont gonflés, c'est un problème. À ce moment-là, je vais faire en sorte que mes ganglions dégonflent. Et on va voir comment on peut s'y prendre. Soit vous vous dites, mes ganglions sont gonflés, ça veut dire qu'il y a ces ganglions dans cette zone-là qui ont un surcroît de travail, il va s'agir que je leur facilite la tâche et que je dégage un petit peu de ce travail, que cette chaîne-là, ben, elle est un peu trop surchargée, qu'il va falloir que je redonne le travail à une autre chaîne, que je diminue un peu la cadence de travail globalement sur toute l'usine, c'est-à-dire par exemple appliqué au corps humain, ben, que j'arrête de m'alimenter un petit peu, que je calme le jeu au niveau alimentation et que je facilite la sortie des produits toxiques. Dans le premier modèle, je vous l'ai dit, ben, finalement on se dit voilà, il y a une inflammation, c'est un problème, on va l'empêcher. Donc on empêche cette inflammation, on limite cette inflammation avec des produits qu'on appelle des anti-inflammatoires qui font parfaitement leur travail. On empêche ce surcroît d'activité. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces déchets excédentaires ne peuvent pas être traités et ils vont venir continuer à s'accumuler dans le système. Deuxième possibilité, on a beau prendre des anti-inflammatoires, c'est quand même très gros, il y a une très grande quantité de déchets et c'est très gonflé. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est assez fréquent. Pour ceux qui suivent les vidéos, je l'ai déjà faite, mais j'aime bien la raconter cette histoire parce qu'elle est assez rigolote. Et puis ça fait une petite transition. Hein. Imaginons que vous ayez donc un système d'assainissement individuel chez vous, des fosses septiques, sauf qu'au lieu d'en avoir une, vous en avez un certain nombre. Hein, on ne va pas en faire 800 parce que l'histoire serait vraiment très longue. Je vais vous l'épargner hein, parce que ça devient laborieux. Mais on va dire qu'elle en a 8, par exemple. Vous avez 8 fosses septiques. Et tous vos égouts de maison, toutes vos eaux usées de maison arrivent à ces 8 fosses septiques. Tant que vous êtes tout seul, avec votre petite famille, tout va bien. L'été arrive, il y a tous les copains qui se pointent. Tous les copains qui se pointent pour passer l'été dans la grande maison. Donc, la quantité de déchets produites, forcément, elle augmente. Elle augmente sacrément. Donc, vos fosses septiques se remplissent beaucoup plus vite, et il y en a une, rapidement, qui montre un signe de faiblesse. Elle commence à déborder. Ça commence à sentir comme ça. Vous prenez le téléphone, vous appelez le réparateur de fosse septique. Vous dites, écoute, là, il y a un problème. Ma fosse septique commence à déborder. Il arrive, tranquille, pas de problème, pas de souci, t'inquiète. Je te l'enlève. Bon. Ok, il arrive avec sa grue, il prend la fosse septique, il l'enlève. Ok. Il me dit, allez, après tout, 8, 7, bon, enfin, on va pas chipoter, quoi. Effectivement, maintenant, j'en ai 7. Ok. Manque de bol, les copains, ils squattent. Ils restent. Ils veulent pas partir. Donc, tous les déchets produits par tous les copains, surtout s'il y en a d'autres qui arrivent entre-temps, parce que finalement, ils se sont donné le mot, ils ont dit, ouais, c'est un super endroit et tout. Bon, les fosses septiques, ça laisse à désirer, mais bon, on laisse tomber. Il y a d'autres copains qui arrivent, ou en tout cas, il y a le même nombre qui est là. Et finalement, sur cette fosse septique, ben, automatiquement, ça va se remplir un peu plus rapidement que la première fois. Et donc, d'un seul coup, hop, à nouveau, une fosse septique qui déborde. Là, vous appelez à nouveau le réparateur. Il arrive, il avise la situation. Tranquille, j'assure. Ça grue, prend la fosse septique, il vous l'enlève. Alors, je vais vous la faire courte. Mais il y a un moment où vous allez vous gratter la tête quand même, parce que là, vous allez voir votre nombre de fosses septiques diminuer. Vous allez voir la vitesse à laquelle elles se remplissent, augmenter. Puis au moins, il ne va rester plus qu'une fosse septique. La fosse septique, elle commence à déborder. Et puis là, vous appelez le réparateur et puis il te dit, bah, je te l'enlève. Et là, vous allez dire, attendez. Donc j'ai toutes mes eaux usées qui sont collectées soigneusement, hein, et elles sont rassemblées dans un tuyau.
donc qui est vraiment plein de, voilà, de déchets. Hein. Et ce tuyau, qu'est-ce que j'en fais? Il débouche sur quoi? Ben, sur rien. Ça se répand dans la nature. Et ben, dans le corps humain, c'est à peu près ce qui se passe chaque fois qu'on supprime des ganglions. Chaque fois que dans un corps, on supprime un ganglion, on supprime une possibilité pour le corps de nettoyer. Alors, vous allez me dire, il y en a 800. Sauf que, par exemple, quand on vous dit on vous enlève les amygdales, par exemple, ben, souvent, c'est pas qu'un seul ganglion qu'on vous enlève. Hein. Quand on vous parle des végétations, c'est plusieurs dizaines de ganglions qui sont enlevés. Et donc, ce système lymphatique qui a cet outil-là pour nettoyer tout son système, eh bien là, perd des auxiliaires pour se faire nettoyer. Donc vous comprenez que d'un modèle à l'autre, eh bien finalement, le traitement va être radicalement différent. Je vous ai dit que dans le modèle symptomatique, on considère le symptôme, on supprime le symptôme, on supprime le ganglion ou on empêche l'inflammation. Ce faisant, j'espère que j'ai réussi à vous montrer que ça ne fait qu'aggraver le problème. Dans le deuxième modèle, on va s'intéresser au terrain. Qu'est-ce que c'est que le terrain? Ben, c'est l'état global de l'organisme. Vous avez compris, je vous ai parlé du système lymphatique. Si on a un ganglion qui est rempli ici, c'est un petit peu comme si vous considériez une mer dans son ensemble. Imaginons, par exemple, que j'ai une pollution. Alors moi, je vais prendre la Méditerranée, hein, parce que je suis un Méditerranéen, hein, mais imaginons que vous ayez une pollution dans un village du sud de la France, où il fait bon vivre, qu'on appelle Marseille, par exemple. Hein. Il y a du pétrole dans le port de Marseille, d'accord? Ce pétrole est susceptible d'être un petit peu partout dans toute la mer Méditerranée. Il n'y a pas de césure, il n'y a pas de limitation entre les deux. Dans le système lymphatique, c'est pareil. Si ça commence à déborder à un endroit, globalement, c'est qu'il y en a déjà beaucoup ailleurs. C'est que déjà, ça commence à être rempli complètement ailleurs. Et donc, c'est pour ça que le signal, le premier ganglion qui commence à déborder, ça nous dit simplement que sur les 800 fosses septiques dans le corps, ben, il y en a une, pour une raison X ou Y qui n'a aucune importance, parce que de conception, elle était un tout petit peu plus petite que les autres, parce que c'était peut-être la première sur le réseau, ben, c'est celle-là qui a manifesté le premier, le remplissage total. Mais qu'elle signale que de toute façon, toutes les fosses septiques sont quasiment limite. Et que finalement, il ne s'agit pas tant de supprimer cette fosse septique que déjà de dire aux copains d'aller ailleurs, en tout cas d'aller faire leurs besoins ailleurs, ils peuvent rester à la maison, mais d'aller faire leurs besoins ailleurs, déjà, premièrement, et deuxièmement, de trouver un moyen, en renforçant l'activité bactérienne, en activant tout cela, donc de laisser un peu de repos, et d'augmenter l'activité bactérienne de manière à ce que tout le système voit sa quantité de produits toxiques diminuer. Ça, c'est ce qu'on appelle une approche de terrain. La grande différence entre les deux se situe là. La différence, c'est l'étude de ce fameux terrain. Le terrain détermine tout de l'état de l'organisme. Et en ce sens-là, on comprend que le symptôme, que le ganglion qui lâche, que ce soit celui-là, le premier qui se manifeste au niveau de l'inflammation ou celui-là, au final, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui va faire que ça va être là ou là, ce sont des petites anecdotes pour moi. C'est en fonction de votre histoire, de votre génétique, de ce que vous avez vécu, ce que vous êtes alimenté, mais qu'au final, ce qui est important à comprendre, c'est que l'ensemble commence à être complètement surchargé et qu'il va falloir se charger de éliminer au maximum. Donc là, on a étudié un petit peu le système lymphatique. J'avais envie aussi de vous parler du sang. Et vous avez compris, j'espère, au travers de cette première partie, combien, finalement, cette fonction d'élimination est importante. Parce que là, je mets en place mes petites cartes, et puis à la fin, je vais essayer de vous montrer un petit tableau complet. Donc, hop, c'est un petit point, là, hop, voilà l'élimination. Maintenant, on va s'occuper du sang, hein, puisqu'on a notre cellule qui reçoit du sang et qui élimine par la lymphe. Le sang, c'est ce liquide dans lequel arrivent la plupart de ce qu'on appelle des nutriments, donc des aliments, nutriments, une fois qu'ils ont passé ce qu'on appelle la barrière intestinale. Hein, parce qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre, quand on consomme un aliment, il n'arrive pas directement à l'intérieur, il passe par toute une série de processus, on appelle ça la digestion, puis après il va se balader dans l'espèce d'énorme spaghetti là qu'on a dans l'estomac, qui s'appelle l'intestin grêle, qui se charge de l'assimilation. C'est-à-dire qu'au travers de cette paroi, il va falloir que les produits passent, hein, pour venir dans le sang.
Alors, si les produits qui passent dans le sang sont bons pour alimenter la cellule, on comprend bien que si on a assuré au niveau élimination et que la cellule, elle baigne pas dans un milieu qui est trop toxique, ben la cellule, elle va être nourrie et tout baigne. Tout est bon. Ok. Donc, est-ce que les produits qui arrivent dans le sang sont adéquats ou ne sont pas adéquats, une fois qu'on s'est occupé de cette élimination? Ça va être la grande question qu'on va se poser. Je vous ai dit, on a un élément dans le corps qu'on appelle l'intestin grêle. Cet intestin grêle, alors je ne pourrais pas vous donner les statistiques, je sais que si on le déploie, si on a la perversité de prendre un intestin grêle, de le déployer, ça fait à peu près la surface d'un court de tennis. Vous imaginez, vous prenez le tube, ouais, vous l'ouvrez en deux, parce qu'il est d'une complexité terrible, il y a ce qu'on appelle des villosités intestinales, c'est des tas de petits replis. Hein. L'intestin grêle, on le voit comme un tube, en fait c'est une espèce de, c'est des milliers de petits replis, de manière à augmenter la surface. Augmenter la surface, pourquoi? Ben, cet intestin, eh bien, c'est littéralement un filtre qui va séparer le bon, l'approprié du mauvais, de l'inapproprié. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'approprié, c'est censé passer dans le sang, et l'inapproprié, ben, c'est censé dans les toilettes. Si c'était comme ça, tout marcherait bien. Finalement, on pourrait manger à peu près ce que l'on veut, n'importe quoi. On prendrait juste le bon, on laisserait le mauvais, et tout irait bien. Sauf que, ça se passe pas comme ça. Quand j'étais petit, je me souviens, je faisais des découpages, et j'aimais bien les coller. Et on me faisait une colle en utilisant de la farine et de l'eau. On prenait de la farine, de l'eau, ça faisait une colle, et on pouvait coller ça sur la tapisserie, on pouvait coller, ça tenait très très bien. Malheureusement, à l'époque, je n'ai jamais demandé à mes parents, à ma grand-mère, comment se faisait-il que cette belle colle que je préparais si consciencieusement, elle faisait à peu près tous les midis et tous les soirs à peu près la même chose, elle mélangeait de la farine et de l'eau, elle le faisait cuire, et elle me le faisait manger. Parce que ça me pose un problème. Non mais, ça paraît simpliste, mais c'est ça. On bouffe de la colle. On bouffe de la colle à tapisserie. On bouffe de la colle à tapisserie. Oh, c'est très présent dans notre alimentation. On appelle ça tagliatelle, farfalle, spaghetti, la pasta, la lasagne, la pizza, et le pain, et le... Ah, parce qu'on parle de variété alimentaire, mais il faut bien se rendre compte que la majorité de nos aliments, on leur donne des tas de noms, hein, mais en vérité, c'est de la farine de blé en particulier, qui est particulièrement bien adaptée, qui fait une super colle pile poil. C'est celle qui tienne le mieux, hein, parce que j'ai remarqué, la farine de sarrasin, ça fait pas une super colle. Hein. Par contre, la farine de blé, c'est la meilleure. Hein. Eh bien, la plupart de notre alimentation, en grande majorité, en tout cas dans les sociétés occidentales, hein, elle est basée sur ce produit-là, de la farine et de l'eau. Bon, alors, passons, on avale de la colle à tapisserie. Ok? On avale la colle à tapisserie. Qu'est-ce que fait la colle à tapisserie? Elle tapisse. Pas de souci. Elle fait son job. Et qu'est-ce qu'elle vient tapisser? Elle vient tapisser consciencieusement les intestins. Alors imaginons que vous avez un filtre extrêmement précis parce qu'il doit vraiment séparer, il est important ce filtre, il doit séparer le bon du mauvais. Hein? Vous voyez ce filtre, consciencieusement, jour après jour, vous lui tartinez amoureusement une espèce de grosse couche de glu, bien collante, bien assaisonnée, hein, juste al dente la colle, voilà, juste bien tranquillement. Qu'est-ce qu'il va faire le filtre? Forcément, il va moins bien marcher. D'accord? Oui, sauf que une solution a été prévue pour ça. C'est incroyable même. Il avait été prévu qu'on aurait l'idée saugrenue de manger de la colle à tapisserie. Comme je vous l'ai dit chaque fois qu'il y a un dépôt, qu'il y a un déchet, qu'il y a une accumulation, il y a des petits auxiliaires qui arrivent. Des levures et des champignons. Et qu'est-ce qui se passe dans les intestins? Eh bien, on voit toute une population de levures et de champignons. Il y en a certains qui sont très à la mode actuellement, qu'on appelle les candidats. Hein. Alors, on parle toujours du candidat albican. Hein. En fait, il y en a des tas de candidats, et il n'y a pas que lui. Il y a énormément de levures et de champignons qui apparaissent, qui se développent pour manger la colle à tapisserie. Cool, ça va réguler le truc. Sauf que, il y a une chose qu'on ignore, c'est que comme tout organisme, ces petits champignons, ils mangent, mais ils rejettent. Tout organisme produit des déchets.
qu'est-ce qu'ils rejettent? Ils rejettent majoritairement deux produits, de l'acide urique et de l'acide sulfurique. Alors c'est, à les entendre comme ça, on sent que c'est pas une bonne nouvelle, quoi. Tout de suite, on se dit ça, je sais pas ce qui va nous tomber dessus. Acide urique et acide sulfurique, hein, les crises de goutte, par exemple, hein, crise d'acide urique. Acide sulfurique, c'est un acide qui est extrêmement corrosif. Bon, si vous voulez, quand je manipulais de l'acide sulfurique, quand je faisais de la chimie, ben, sur le flacon, il y avait une tête de mort. Alors, en règle générale, tête de mort, voilà, ça parle de lui-même, hein, ça veut dire, joue pas avec ça. Cet acide urique, cet acide sulfurique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être relâchés directement au niveau de la paroi de l'intestin. Ils vont venir l'agresser en permanence, l'irriter, l'enflammer. Vous avez entendu parler d'intestin irritable, d'intestin enflammé, de colite, de maladie de Crohn, hein. Et puis ils vont venir l'irriter et l'enflammer. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire des petits trous. Ça va faire des petits trous dans le filtre. Et une fois qu'on a ces petits trous dans le filtre, alors il y a un médecin français qui a bien étudié ça. Il s'appelait Jean Seignallet, Seignallet. Hein, ça a été le premier médecin à reconnaître ce phénomène. Il a appelé ça le phénomène d'hyperperméabilité intestinale. Hyperperméabilité intestinale, ça veut dire qu'il y a des trous un peu aberrants qui apparaissent dans la muqueuse intestinale et que ça va laisser passer à l'intérieur du sang, eh bien, à peu près n'importe quoi. D'ailleurs, accessoirement, je voulais quand même vous faire une petite remarque avant de passer à ce qui se passe dans le sang. Une petite remarque concernant, on va en parler tout à l'heure quand même, parce que je pense qu'il y en a qui sont venus pour entendre dire pourquoi ça aurait l'intérêt de pas manger des burgers et des pizzas et des pâtes, hein, donc vous en toucherez quand même quelques mots. Mais pour moi, les choix alimentaires ne peuvent être que la conséquence d'une compréhension de comment ça fonctionne. Sinon, c'est des choix idéologiques. Et en parlant de choix idéologiques, par exemple, il y en a un qui a eu le vent en poupe très longtemps, c'est par exemple le régime végétarien. Le régime végétarien, je le comprends parfaitement, puisque c'est un choix éthique que j'ai fait moi-même, hein, de pas participer à la souffrance animale. Sauf que le régime végétarien, s'il est choisi de manière idéologique, eh bien, il conduit à ce qui a prévalu en France, c'est-à-dire un régime qui, persuadé qu'il est enclin à toutes les carences, est composé de céréales et de légumineuses, à tous les repas, matin, midi et soir. C'est l'aplâtré de céréales, l'aplâtré de légumineuses. Il n'y a pas mieux pour tapisser son intestin de colle. Quels sont les individus que j'ai vus avoir les intestins dans le pire état? Ce sont les végétariens de longue date. C'est terrible parce que ce sont des gens qui pensent faire un choix de santé en faisant un choix éthique. En vérité, ils ne font pas un choix de santé. C'est ce qui me fait dire, oh non, non, tu bouges ta montre, mais il n'est pas aussi tard que ça. Il veut me couper les sifflets. Si vous le voyez radiner à nouveau, vous le ceinturez puis vous le muselez. Le régime végétarien, s'il n'est pas pensé avec une abondance de fruits et de légumes crus, est un régime qui est un régime dangereux pour la santé. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé bon nombre de végétariens qui faisaient des crises d'acide urique, des crises de goutte. Les mecs me disaient, mais attends, ça fait 30 ans que j'ai pas mangé un bout de viande. Alors moi au début je l'ai chambré, j'ai dit, tu vas pas nous le dire, l'entrecôte là, de samedi soir, reconnais. Non, je te promets, j'ai rien mangé. Non, en fait, je connaissais le truc, je dis non, c'est simplement que dans tes intestins, tu as une population qui produit son propre acide urique. Donc voilà, la première chose, ça passe la barrière des intestins. Qu'est-ce qui se passe dans le sang? Ça vaut le coup de le savoir quand même, ce qui se passe dans le sang. Dans le sang arrivent ces produits toxiques, ces produits anormaux dans le sang. Or, le sang, comme nombre des fluides de l'organisme, il peut pas se passer n'importe quoi dans le sang. Il y a une valeur qui doit être fixe dans le sang, c'est ce qu'on appelle l'acidité du sang. L'acidité, ça se mesure avec une valeur, une échelle qu'on appelle l'échelle pH. pH, ça veut dire potentiel hydrogène, c'est la mesure de l'acidité d'un organisme, d'un milieu, d'un produit. Le sang a un pH qui est de 7,3, 7,4. Qu'est-ce que ça veut dire techniquement? Ça veut dire que entre 0 et 7, on a les produits qui sont dits acides. Acides qui vont être agressifs pour l'organisme. Entre 7 et 14, on a les produits alcalins. Produits alcalins, c'est d'habitude des produits qui sont opposés aux acides. Et on va voir que en associant un acide à un alcalin, on obtient un produit qui est dit neutre, qui est à peu près à 7. Le corps humain, en tout cas le sang dans le corps humain, il doit avoir une valeur fixe de 7,3, 7,4.
Or, il se trouve que dans notre alimentation, nous consommons des produits qui vont faire varier cette acidité. Si vous avez un peu cheminé dans l'alimentation, un jour vous avez entendu parler des aliments acidifiants et des aliments alcalinisants. Alors, qu'est-ce que c'est que les aliments alcalinisants? On va commencer par cela. Qu'est-ce que c'est que les aliments alcalinisants? Ou globalement, on va faire une espèce de côte mal taillée. Les fruits et les légumes. Globalement, les fruits et les légumes. Alors, il y a des petites finesses, on me dit, ouais, l'asperge et tout ça, c'est des micro-détails. Hein. Globalement, les fruits et les légumes sont alcalinisants. Qu'est-ce qui est acidifiant? Tout le reste. Tout. Même le sirop d'érable. Et ouais, même le sirop d'érable, je suis désolé. Il a été cuit et recuit. Par contre, quand il est sous forme d'eau d'érable, c'est tout à fait autre chose. Bon, blague à part. Il va donc arriver dans le sang des produits acidifiants et des produits qui sont dits alcalinisants. D'accord? Le sang doit avoir une valeur de 7,2, 7,3. Alors imaginez, il y a deux possibilités. Soit il y a des processus régulateurs dans le sang qui vont équilibrer tout ça, soit il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, imaginez, vous consommez 35 grammes de steak, qui va apporter une charge d'acidité dans le sang, qui va faire que le sang va commencer à avoir son acidité augmenter, son pH diminuer. Automatiquement, ça ne peut pas se passer. Donc c'est à vous de prendre votre calculette, de calculer exactement combien de feuilles d'épinards vous allez devoir consommer pour rééquilibrer tout ça. Donc vous consommez vos feuilles d'épinards, manque de bol, l'épinard, il venait pas du même producteur que la dernière fois, ce qui fait que sa concentration en minéraux n'était pas exactement la même, et là le sang, hop, il commence à être trop alcalin. Il faut vraiment que j'aille chez mon boucher retrouver un peu de saucisse pour équilibrer tout ça. Et puis vous faites le yo-yo toute la journée, c'est infernal. Vous courez du vendeur de charcuterie au vendeur de fruits et de légumes pour essayer d'équilibrer. En pratique, ça se passe pas comme ça, heureusement, ça serait vraiment fatigant comme boulot. Il y a quelque chose dans l'organisme qui s'en charge. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes dans le sang qui permettent de corriger en permanence. Et en fait, il faut vraiment voir le corps humain comme quelque chose qui, en permanence, tout au long de notre vie, corrige les excès et résorbe les carences. En permanence, on compense. Il y a un formidable élan vers l'état d'équilibre, vers l'état de pleine santé. Mais, bien sûr, cette compensation, elle ne peut se faire que s'il y a de quoi compenser des matériaux disponibles dans l'organisme. Et ça, ce sera une autre question qu'on va voir un peu plus tard, rapidement. Il n'y a pas beaucoup de temps. Non, c'est pour le calmer. Faut pas qu'il me saute à la gorge. Donc, c'est quelque chose qu'on va voir assez rapidement, tout de suite, quoi. Et, dans le sang, il y a donc 3 processus qui permettent, d'assurer cet équilibrage, finalement, qui nous permet d'avoir toujours cette valeur constante dans le sang. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'œdème. L'œdème, c'est la rétention d'eau. Quand on a un produit acide qui arrive dans le sang, l'acidité, on mesure l'acidité, c'est la concentration d'un produit. La concentration, c'est la quantité de produit divisée par le volume. Si le volume augmente, la concentration diminue, et donc l'acidité diminue. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? On commence à avoir trop d'acidité, on augmente l'eau, nous on n'y peut rien, consciemment on ne fait rien là-dedans, mais il y a par exemple une hormone qui est produite au niveau de petites glandes, qu'on appelle les glandes surrénales, c'est une hormone qui s'appelle l'aldostérone, qui consiste à bloquer l'élimination rénale pour que la quantité de fluide augmente. On commence à accumuler de l'eau. Pourquoi? Pour diminuer les produits toxiques qui soient moins agressifs. C'est ce qui fait que la plupart d'entre nous, sans s'en rendre compte, on est gonflé d'eau. Et c'est ce qui fait souvent que quand les gens changent de mode de vie, en particulier de régime alimentaire, les premiers temps, ils pissent. Mais ils pissent, mais des quantités, des trucs hallucinants, des litres et des litres et des litres et des litres. Un truc incroyable, ils se disent, mais j'ai jamais bu autant. Non, ils sont en train littéralement de se vider de leur eau. On est en œdème permanent. On est gonflé. Pourquoi? Parce qu'on est dilué. On cherche à diluer tous ces produits toxiques. Donc ça, c'est un premier processus adaptatif. Vous allez voir que ces 3 processus adaptatifs, ils coexistent dans les individus. Il y en a, selon les individus, il y a des types d'individus chez qui c'est prépondérant l'un ou l'autre. Donc, premier mécanisme adaptatif, on dilue. Deuxième mécanisme adaptatif,
Il y a des produits acides qui arrivent dans le sang. Je vous ai dit, un produit acide, il peut s'associer à un produit dit alcalin et former quelque chose de neutre. Eh bien, des produits alcalins, qu'on appelle des minéraux, il y en a partout à proximité du sang. Parce que le sang, eh bien, il est véhiculé par ce qu'on appelle des artères ou des veines. Et ces artères ou ces veines, ce sont des tissus. Et tous les tissus de l'organisme sont composés d'éléments qu'on appelle des minéraux. Ce sont les minéraux, en particulier le calcium, qui participent à la construction de tous les tissus de l'organisme. Tissu conjonctif, tissu artériel, tissu veineux. Donc, des produits toxiques arrivent dans le sang. Immédiatement, ils vont s'acoquiner à un produit minéral qui se trouve dans les parois, dans les artères. À eux deux, ils forment quelque chose de neutre. Et puis, le problème est réglé. L'acide a été neutralisé, il s'est fait shooter, il s'est associé. Il va falloir évacuer ce produit neutre. Alors, s'il y en a un petit peu, ça se passe bien. S'il y en a beaucoup, ça va être plus compliqué. Et puis, parfois, ça s'accumule. Ça s'accumule au niveau des os. Ça fait des calcifications, par exemple. Ce sont des sels calciques. Donc, l'association entre un acide et du calcium qui viennent s'accumuler au niveau des os. Ça peut s'accumuler aussi dans les reins. On appelle ça des calculs rénaux, des petits cailloux. Des petits cailloux formés de l'association d'un acide et d'un minéral. Alors vous comprendrez bien que cette association entre un acide et un minéral, le minéral, il est littéralement pompé des tissus, pompé des artères, pompé des veines. Alors deux possibilités, soit les minéraux, ils sont remplacés, parce qu'on a un régime dans lequel il y a une abondance de minéraux, c'est-à-dire un régime basé essentiellement sur les fruits et les légumes. Je dis basé essentiellement, on ne va pas rentrer dans les finesses. Soit ils ne sont pas remplacés. Et à ce moment-là, les tissus, ils commencent à s'affaiblir, à s'amoindrir, à s'affiner. Quand une paroi sanguine commence à s'affiner, on appelle ça un anévrisme. C'est-à-dire, elle commence à fondre. On appelle ça un anévrisme. Parfois, vous avez entendu parler de rupture d'anévrisme. Rupture d'anévrisme, c'est-à-dire que c'est devenu tellement fin, qu'il y a eu une petite rupture, ça a cassé littéralement. Et qu'est-ce qui se passe? Le sang se répand dans le milieu intérieur. Rupture d'anévrisme, ça peut être mortel. Quand ça se passe au niveau du cerveau, c'est mortel. C'est-à-dire que le cerveau n'est plus alimenté, puisque le sang se répand à l'extérieur, et finalement, c'est la mort assurée. Le cerveau, en très peu de temps, il cesse de fonctionner. Alors là aussi, il y a toujours des mécanismes adaptatifs. Je vous dis, en permanence, il y a des mécanismes dans le corps qui essayent de suppléer à ces difficultés. Et par exemple, quand il y a risque de rupture d'anévrisme, pour éviter que ça fuit, il y a un phénomène qu'on appelle la coagulation sanguine. Le sang commence à coaguler pour devenir plus épais, parce que vous comprenez qu'il y a des micro-fissures, et si le sang est plus épais, à ce moment-là, il y a moins de risques, s'il est plus épais, que ça se répande, et ça va mieux assurer le temps que ça puisse se réparer. Alors, c'est là où il y a un problème. C'est que, si on est dans un modèle symptomatique, on se dit, ok, le sang commence à coaguler, c'est un problème. On prend des fluidifiants sanguins pour fluidifier le sang. On se trouve en situation majeure de rupture d'anévrisme, à nouveau, si on n'agit pas sur le terrain. Par contre, si on comprend que la coagulation sanguine, qui peut en elle-même être un problème, la coagulation sanguine peut amener à des phénomènes d'embolie parce que la coagulation est trop forte et ça forme des caillots, je suis d'accord. Mais si on comprend que ça, c'est la résultante d'une situation, c'est que les canaux sont beaucoup trop amoindris et qui risquent de lâcher à tout moment. Mais qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, ok, la coagulation est en réponse à ce problème-là, il suffit de résoudre ce problème-là, donc de renforcer les vaisseaux sanguins en apportant une quantité de minéral suffisante de manière à ce qu'ils se reconstruisent, et à ce moment-là, automatiquement, la coagulation va cesser. C'est ce qu'on voit automatiquement. Donc, deuxième mécanisme adaptatif, on pompe les minéraux des artères. Troisième mécanisme adaptatif, je vous ai dit, dans les parois sanguines, qu'est-ce qu'il y a? Elles sont formées de quoi, ces parois sanguines? Elles sont formées de cellules alimentées par du sang et baignées dans de la lymphe. Il y a donc de la lymphe. Et la lymphe, c'est le liquide qui est censé recueillir les déchets. Chouette. On a des déchets, on a un liquide pour recueillir les déchets, pas de problème. On balance les déchets à ce niveau-là. Sauf que s'il y a beaucoup de déchets qui arrivent, il y a beaucoup de déchets qui vont arriver dans la lymphe située au niveau des artères. Et donc, petit à petit, il y a un état de congestion
qui va commencer à monter au niveau des artères. Dans la paroi, littéralement, des artères. Ça va devenir de plus en plus congestionné. Et ça va devenir tellement congestionné qu'on va plus pouvoir faire rentrer de déchets. Alors les déchets, entourés de gras, puisqu'il faut qu'ils soient entourés de gras pour être moins virulents, eh bien, ils vont commencer à s'accumuler littéralement dans les vaisseaux sanguins. Et le gras, qu'est-ce que ça va être dans les vaisseaux sanguins? Ça va être un produit qui est produit par le foie, qu'on appelle le cholestérol. Le cholestérol, il est produit à dessein par le foie, bien pour répondre à cette finalité, bien d'isoler, de rendre moins agressifs les produits toxiques acides dans les vaisseaux sanguins. Le problème, c'est que le cholestérol, eh bien, il contribue à boucher les artères, à réduire le diamètre des artères. Et s'il réduit le diamètre des artères, eh bien après, on va avoir beaucoup de problèmes de circulation sanguine. La circulation sanguine est obstruée à cause du cholestérol, on dit, mais le cholestérol, il est là en réponse à un seul problème, le problème de toxicité à l'échelle même du sang. Supprimer, prendre des médicaments anti-cholestérol, alors qu'on n'a pas changé les conditions qui faisaient qu'il y avait énormément de produits toxiques au niveau du sang, c'est catastrophique. Parce que le cholestérol est l'un des éléments anti-acides majoritaires dans l'organisme. Je vous disais que finalement ces trois choses peuvent coexister. Il y a quand même des morphotypes. C'est-à-dire vous allez avoir par exemple le grand maigre, ben lui il va être déminéralisé, c'est-à-dire qu'il a peu stocké dans la lymphe, il a peu stocké dans le gras, il a peu eu de formation de gras. Par contre, la plupart des acides sont allés pomper les minéraux pour être neutralisés. Grand, maigre, déminéralisé. Moi, par exemple, j'étais un maigre déminéralisé. D'ailleurs, j'ai pas stocké sous forme de gras. Par contre, j'ai pompé dans mes minéraux. D'ailleurs, c'est un profil de personne aussi qui va être instable psychiquement. Pourquoi? Parce que c'est pas l'objet de cette présentation, mais les minéraux sont essentiels dans la conduction de l'information nerveuse au niveau des systèmes nerveux. S'il y a une déficience de minéraux, c'est des personnes qui vont être plus enclins à des crises de panique, de la dépression, des espèces de phobies diverses. Et à l'inverse, il peut y avoir l'autre cas extrême, la personne qui va aller plutôt vers l'œdème et le stockage dans les matières grasses, et c'est la personne qui va être relativement peu déminéralisée, mais par contre qui va être pléthorique, c'est-à-dire qui va avoir une grosse formation de masse grasse et d'œdème. Donc là j'ai essayé de brosser très rapidement, je dis bien très très rapidement, les difficultés qu'on peut avoir au niveau du corps. Et on a vu, ce faisant, pas mal de petites maladies de civilisation. Alors, j'avais quand même envie d'en parler de 2 ou 3. Je vous avais dit en début de présentation, je vous avais dit, voilà, au début de notre vie, finalement, on commence par des maladies extrêmement importantes, qui font beaucoup de bruit. Quand un gamin est malade, c'est impressionnant. Ça touche, ça crache, ça fait de la fièvre. C'est jamais anodin, quoi. On le sait, quoi. Quand il y a un gamin malade à la maison, on peut pas l'éviter, d'accord? Ça, c'est intéressant parce que souvent c'est connoté de façon négative. Dans le modèle hygiéniste, on va vous dire que pour faire une bonne fièvre, pour expulser des matières, il faut avoir quand même pas mal d'énergie nerveuse. Pourquoi est-ce que c'est les enfants qui font ce type de maladie? Parce qu'ils ont encore beaucoup d'énergie nerveuse. Étant jeunes, ils ont un capital d'énergie nerveuse qui est important. Au fur et à mesure des années, eh bien, l'énergie nerveuse, elle diminue. Pourquoi? Parce que le rythme de vie est inapproprié. Les enfants, par exemple, on les envoie à l'école, ils restent toute la journée assis sur une chaise, alors qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de gambader un peu partout. Ils n'ont strictement pas envie d'apprendre ce qu'on leur apprend, ils ont envie de jouer, et je les comprends parfaitement. On les fait se réveiller très tôt le matin pour prendre le bus, ils se couchent beaucoup trop tard, ils n'ont pas leur quota d'heures de sommeil, et après, on commence à travailler. Donc, on ne respecte pas notre rythme de vie, le rythme de vie nécessaire de l'individu. On commence à avoir une usure au niveau du système nerveux, ce qui fait que la capacité du système à réagir de façon vive diminue. Et les déchets commencent à s'accumuler. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose, c'est que tout le liquide qui entoure les cellules commence à se charger. Et la cellule, elle est de moins en moins bien alimentée. Alors, si l'ensemble des cellules qui composent un organe commence à être moins alimenté, si l'ensemble de l'organe commence à être congestionné, comme on dit, eh bien cet organe va commencer à dysfonctionner. Ce sont les maladies chroniques des organes, par exemple maladie chronique du foie, maladie chronique du cœur, maladie chronique du pancréas, de la vessie. Ça, c'est ce qui apparaît d'habitude dans le milieu de vie. On a des maladies chroniques, c'est-à-dire des dysfonctions chroniques des organes. Il y a rien de bien évident, il n'y a jamais de
de crise extrême, parce que de toute façon, on n'a plus l'énergie nerveuse pour faire de la fièvre, on n'a plus l'énergie nerveuse pour faire des grosses sorties, mais par contre, eh bien, on a une espèce d'usure, on a toujours cet organe-là qui nous fait toujours mal, ce foie qui nous embête tout le temps, et ce cœur-là qui fait des hauts et des bas, et on comprend pas trop. Ça, c'est le deuxième stade, c'est quand l'intoxication, eh bien, finalement, elle entoure les cellules. Et puis, il y a un moment, le milieu qui entoure les cellules, il est tellement chargé en produits toxiques que les cellules, elles n'arrivent même plus à sortir leurs propres déchets. Et à ce moment-là, l'intoxication, elle arrive à l'intérieur même de la cellule. Et à ce moment-là, il se passe deux phénomènes. Premièrement, la cellule se réplique en permanence. Les cellules se multiplient en permanence. Si les matériaux qui sont à l'intérieur de la cellule sont inappropriés, on va avoir des aberrations dans la réplication cellulaire. C'est-à-dire que les cellules vont se reproduire un peu n'importe comment, parce que les matériaux ne sont pas là. Les matériaux qui étaient attendus ne sont pas là. Il va se passer un processus qu'on appelle le développement tumoral. C'est-à-dire qu'on va avoir des excroissances de cellules qui vont apparaître dans le corps. On appelle ça des tumeurs. C'est pour ça que, en théorie, les maladies de type cancer devraient apparaître plutôt en troisième état de vie, en troisième partie de vie. Le problème, c'est qu'on se rend compte de plus en plus que cette échelle de temps, elle est de plus en plus réduite parce que le niveau de toxicité des individus est important. Donc, je vous avais dit, première chose, quand on a des déchets à l'intérieur de la cellule, eh bien, finalement, ces déchets, ils vont faire qu'il va y avoir une réplication aberrante. Il y a une autre chose qui peut se passer, qui est l'autre grand type de maladie, une maladie due à la toxicité dans la cellule, c'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le système immunitaire, c'est, si vous voulez, le vigile de l'organisme. Il est là, il patrouille en permanence, il est aux aguets, il est au taquet parce qu'il s'agit qu'il repère les intrus. Et quand il a repéré un intrus, il repère un intrus parce qu'en fait, il connaît à peu près le visage de tous les éléments de l'organisme. Quand il voit un intrus qui arrive, il le ceinture, il le bastonne, il le mange, il l'explose et il l'évacue. Ni vu ni connu, il le coupe en tronçons, il le met dans le congélateur, puis on n'en parle plus. À peu près. Système immunitaire, il patrouille. Imaginez, système immunitaire, il fait sa ronde de nuit, tranquille, et quand même, il a l'œil, parce qu'il sait qu'en ce moment, il y a des tentatives d'intrusion. Il se balade comme ça, puis il voit une cellule, puis il passe, très bizarre, c'est proche, puis, tu viens d'où, toi? Ah ouais, mais tu me reconnais pas, je suis ta cellule, on se connaît, on a discuté la dernière fois et tout ça. Puis là, le système immunitaire, pendant qu'elle parle, il se dit, mais il y a un truc bizarre. Puis il regarde, il la reconnaît pas tout à fait. Elle ressemble à la cellule, mais il y a des espèces de petits éléments qui sont un peu changés. Il continue un peu l'interrogateur, il dit, ouais, tu te souviens, on a partagé ça, ces beaux moments à côté du fleuve Saint-Laurent et tout. Ça sent l'arnaque. Ça sent vraiment l'arnaque. Et là, bam, il saute dessus, il dit, ah, je suis avec toi. Non, non, je veux pas t'écouter. Hop, le système immunitaire, il saute, il explose la cellule. Qu'est-ce que c'est que les maladies auto-immunes? Les maladies auto-immunes, on dit que c'est le système immunitaire rendu fou qui attaque ses propres cellules. Le système immunitaire, il n'est pas rendu fou. Il reconnaît pas ses propres cellules. Pourquoi? Parce qu'elles ont des éléments inappropriés qui sont à l'intérieur même de la cellule. C'est les deux grands types de maladies, cancer et maladies auto-immunes, c'est l'intoxication cellulaire. Donc au final, il y a 3 stades qui apparaissent dans un individu. Alors souvent, maintenant, de plus en plus, mais ces 3 stades, ils sont rapprochés. Avant, ils se développaient au cours de la vie d'un individu, au fur et à mesure que l'énergie nerveuse de l'individu diminuait. Maintenant, le problème, c'est que les enfants qui naissent, eh bien, ils sont soumis à tellement, entre guillemets, d'agression. Il faut pas se leurrer, je l'ai pas sur moi, réseau 4G là, des téléphones par exemple. Pour le système nerveux, c'est pas cool. L'éclairage électrique avec les nouvelles ampoules à économie, par exemple, avec une espèce de petit oscillateur là en permanence. Ça, c'est pas cool pour le système nerveux. C'est pas bien. C'est comme la tapisserie. C'est dommage, c'est sympa, mais ça marche pas. Et donc, l'énergie nerveuse des enfants, eh bien, elle n'est pas si grande que ça. L'énergie nerveuse des individus, parce qu'ils sont soumis à de plus en plus de sollicitations, elle n'est pas si grande que ça. Ce qui fait que ces 3 phases, la première phase dans laquelle on expulse les toxines et on fait beaucoup de symptômes, la deuxième phase dans laquelle finalement on a moins d'énergie nerveuse, on fait moins de symptômes, et par contre on commence à avoir une espèce de congestion chronique qui fait que les organes fonctionnent moins bien. Et le troisième stade, qui est que finalement, c'est tellement congestionné que la cellule n'arrive pas à expulser ses déchets, qu'on voit apparaître
des phénomènes de tumeurs et de maladies auto-immunes, eh bien, maintenant, il se rapproche de plus en plus, et c'est plus à 60 ou 70 ans qu'on développe un cancer, c'est plus à 40 ans, c'est plus à 30 ans, c'est plus à 20 ans, mais qu'il y a des enfants qui ont des leucémies à 5 ans, à 4 ans, à 3 ans. Parce que le niveau de toxicité a encore augmenté. Alors bon, dans ce tableau, c'est pas très cool. C'est pas très cool parce qu'on se dit, bon voilà, on avale la colle à tapisserie, on se ramasse de la 4G dans la figure, où est-ce qu'on va? Alors, j'ai une bonne nouvelle quand même, c'est que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, parce qu'il y a cette fameuse force d'homéostasie dans l'organisme. Et cette force d'homéostasie, je peux vraiment vous en parler parce que je l'ai expérimentée. À 33 ans, j'étais pas bien flinguin. En québécois dans le texte. J'ai calculé en pounds, je pesais la bagatelle de 60 pounds. Alors pour un gamin de 6-7 ans, c'est un poids coquet. Pour un gaillard de 1m75, c'est plutôt une stature de zombie. C'était le cas. J'étais pas bien fringant. J'avais une tuberculose au niveau du poumon droit, j'avais une grosse atteinte hépatique, une hépatite C certainement, avec une cirrhose du foie, et j'avais une pancréatite aiguë. On m'a dit clairement que j'en avais plus pour très longtemps. Mon système nerveux était dans les chaussettes, puisque les derniers jours avant que je change radicalement ma façon de vivre, j'ai enchaîné plusieurs arrêts cardiaques, et certains arrêts cardiaques qui ont été vraiment lourds. Donc j'étais par terre, j'étais complètement par terre. Pourtant, j'ai cru à la folie d'individus qui m'ont dit, si tu veux te retaper, il suffit que tu changes complètement ton mode de vie globalement, mais en particulier ton régime alimentaire. Et tout ce que tu vois là comme phénomène, ça va s'arranger. Comme par miracle. Alors, j'avais rien à perdre. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui acceptent de changer de mode de vie alors qu'ils ne sont pas profondément malades. Parce que franchement, j'ai recueilli un témoignage cet après-midi, je me dis, le mec qui est pas acculé, renoncer à la pizza et aux pâtes, chapeau. Chapeau. Parce qu'on est tous accros à ces trucs-là. Non mais chapeau. Moi techniquement, je dis souvent, c'est pas que j'aime pas la pizza, c'est la pizza qui m'aime pas. Parce que moi techniquement, j'ai perdu le goût. Mais j'imagine que le goût est encore très bon. Sauf qu'à l'époque, effectivement, j'ai cru en ce qui paraissait une folie. Et j'ai eu la chance d'avoir une famille, un père en particulier, qui a cru aussi pour moi. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas la possibilité de mon autonomie. J'étais complètement en HS. Il a cru pour moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et là, techniquement, j'ai changé mon régime alimentaire de manière radicale. Et progressivement, dès le départ, j'ai eu la conviction absolue que j'étais sauvé. Ça, par contre, ça m'a jamais quitté. Parce que j'avais compris ce qui se passait dans le corps. J'avais compris comment ça fonctionnait. Et je savais maintenant, j'avais la certitude totale que j'en étais arrivé là parce que je connaissais pas les règles du jeu. Donc, je m'étais mangé un mur. Mais maintenant qu'on m'avait expliqué les règles du jeu, c'était cool. J'allais pouvoir y jouer au jeu. Parce que si on connaît pas les règles du jeu, qu'est-ce qu'on a l'impression? On a l'impression que c'est un arbitraire total. La vie, c'est un arbitraire total. Du style, le mec, il est jamais malade. Maintenant, au travers de cette présentation, vous comprendrez que s'il fait pas de symptômes, c'est pas bon signe. C'est que l'énergie nerveuse. Il est jamais malade. Il marche dans la rue. De ce coup, bim, il se ramasse un cancer. Il allait super bien. Il était en super forme. Des cas comme ça, il y en a des tas. Il était en super forme, il allait super bien. Il se ramasse un cancer. 2 mois après, il est fini. Il est mort. Donc, on dit, ouf, c'est chaud quand même. T'as intérêt à calculer, si t'es au mauvais endroit, au mauvais moment, mais tu te ramasses une. Tu te ramasses une maladie auto-immune, un cancer, une sclérose en plaques, ou des choses comme ça. En fait, quand on comprend comment fonctionne la physiologie, quand on comprend comment fonctionne l'intoxication progressive dans le corps, on se rend compte qu'il n'y a aucun arbitraire. On se rend compte aussi qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, puisqu'on ne connaissait pas les règles du jeu. On ne peut pas nous reprocher d'avoir mal joué, puisqu'on ne connaissait pas les règles du jeu. On jouait à l'aveuglette, en permanence. Une fois qu'on connaît les règles du jeu, eh bien moi c'est ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai connu les règles du jeu, et je me suis dit, mais c'est cool. Maintenant que je connais les règles du jeu, vu que mon désir était de vivre, j'avais fait ce choix-là, je vais jouer le jeu. Je vais vraiment jouer le jeu. C'est ce que j'ai fait. J'ai joué le jeu. J'ai adopté une alimentation crue, essentiellement basée sur le végétal, et les choses se sont rétablies. Comme par miracle. N'allez pas me demander comment, parce que dans le corps, il y a ce processus d'homéostasie
Et il a un truc excellent, ce processus d'homéostasie, c'est qu'il ne demande pas qu'on le comprenne pour s'accomplir. On a l'impression qu'il faut qu'on comprenne tout ce qui se passe dans le corps. Ben non. Il s'agit juste d'accepter que se manifeste cette loi de l'homéostasie. Tout corps revient spontanément à l'état d'équilibre si on ne le soumet pas à des perturbations, au travers d'une série de processus qu'on appelle des processus régulateurs. Alors, au cours de ces années, il y a eu des processus régulateurs. Il y a eu des moments où d'un seul coup j'ai eu une fièvre. Je savais pas pourquoi. Mais chaque fois qu'on m'en parlait, je disais non mais là j'ai une fièvre parce que il y a un processus de nettoyage qui se passe dans le corps. C'est plutôt un bon signe parce que ça faisait des années que j'avais pas fait une fièvre et que le retour de la fièvre c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que j'ai de l'énergie nerveuse qui est revenue et que cette fièvre correspondait certainement à une finalité parce que elle a duré quelques jours, 2, 3, 4 jours et puis après la fièvre j'allais encore mieux. Et chaque fois, j'allais encore mieux, chaque fois, j'allais encore mieux, chaque fois, j'allais encore mieux. J'ai laissé ce processus se faire en l'absence de perturbations. Alors, les perturbations, peut-être qu'il y en a qui étaient venus pour entendre parler d'alimentation. Il y en avait? Non. On va dire un petit mot quand même, sinon, la conférence, ça ne sera pas sérieux. Pourquoi est-ce qu'on pourrait parler d'alimentation quand on parle de perturbation? Je vous ai parlé d'acidité et d'alcalinité. Je vous ai dit que, notre alimentation était globalement acide. On va me dire, ouais, d'accord, acide, mais il suffit d'apporter pas mal d'alcalin, et finalement, on s'en sort pas si mal, parce que le corps, il est juste à l'équilibre, un petit peu alcalin, il n'est pas super alcalin. Donc, il suffit de apporter un peu d'acide, un peu d'alcalin, d'équilibrer les deux, et tout va marcher. Le problème, c'est qu'on ne fait pas que manger dans la vie. On n'est pas théoriquement pensé pour passer notre temps à manger. Il y a d'autres phénomènes, il y a d'autres facteurs dans la vie. Par exemple, le rythme de vie, il se rapproche. Vous pouvez le ceinturer, je vous signale qu'il se rapproche. Et il a un rire sarcastique. Il y a d'autres facteurs dans le rythme de vie. J'ai fini, 5 minutes. Il y a d'autres facteurs dans le mode de vie. Il y a par exemple le rythme de vie. Qu'est-ce qui est acidifiant dans le rythme de vie? Le stress, l'activité ininterrompue. Hyper acidifiant pour le corps. Qu'est-ce qui est acidifiant pour l'organisme? Enfin, qu'est-ce qui à l'inverse est alcalinisant? Le repos, le relax, le massage, le gazou-gazou sous les cocotiers. Ça, malheureusement, il n'y a pas de cocotier au Québec, non, je confirme. Du gazou-gazou peut-être, mais bon. On est quand même une société globalement laborieuse, dont la valeur est la valeur travail. Productivité et travail. C'est la valeur, globalement, qui a été élevée au rang, là aussi, d'idéologie. Donc, l'activité forcenée est acidifiante pour le corps. Donc ça pousse vers l'acidité. Qu'est-ce qui est acidifiant pour le corps? Tous les rayonnements électromagnétiques, acidifiant, ça crée un stress, acidifiant. Qu'est-ce qui est acidifiant pour le corps? L'absence d'exercice. Le trop d'exercice peut être acidifiant, mais globalement, il y a quelques personnes qui sont dans le trop d'exercice, mais globalement, techniquement, on n'est pas connu pour être une civilisation du trop d'exercice. Enfin, on est plutôt connu pour être une civilisation du sit down, assis sur une chaise toute la journée. Pas assez d'exercice, extrêmement acidifiant pour l'organisme. Pas assez de soleil, extrêmement acidifiant pour l'organisme. Et ainsi de suite. Ce que je veux vous dire par là, c'est que dans notre vie, hormis le volet alimentaire, il y a énormément de choses qui nous poussent vers l'acidité. Alors il s'agit de l'autre côté de trouver un maximum d'alcalinité là où on peut la grappiller. Alors au niveau du rythme de vie, on fait ce qu'on peut. C'est un facteur essentiel. Et toute démarche de santé devrait correspondre aussi à une démarche de réflexion par rapport à son rythme de vie. Et pour nombre de personnes, c'est le facteur limitant, c'est-à-dire qu'elles ne prennent pas assez en compte à quel point finalement, l'absence de sommeil, l'absence de repos, le rythme effréné de travail, les conditions même de travail dans lesquelles elles sont, génèrent la maladie par l'acidité. Il y a un autre facteur sur lequel on peut beaucoup jouer, c'est l'alimentation. Et c'est pour ça que je dis toujours, je pousse les gens à avoir une alimentation la plus alcalinisante possible, parce qu'à côté de ça, des facteurs acidifiants, on en a pléthore. Imaginons qu'on vive, je sais pas moi, Bora Bora, ukulélé, collier de fleurs, masseur, masseuse, selon le sexe, selon vos affinités, l'huile de coco sur le corps, tranquille, relax, pas de réseau wifi, pas d'internet, pas de mail, pas de gamin, rien. Tranquille. Bon, à ce moment-là, un peu d'alimentation acidifiante, bien compensée par une alimentation alcalinisante, ça passe. Techniquement, depuis 10 jours que je suis au Québec, il y a certaines des paramètres, des conditions premières que j'ai pas repérées. Chez moi non plus, elles y sont pas. Je suis même pas sûr qu'à Bora Bora elles y soient encore. Et donc c'est pour ça que je recommande fortement pour toute personne qui
est dans une démarche de santé, eh ben, de s'orienter vers une alimentation la plus alcalinisante possible. L'alimentation la plus alcalinisante possible, vous l'avez vu, ben, c'est une alimentation qui est essentiellement basée sur les fruits et les légumes. C'est cool comme ça, en plus, parce que je sors des querelles de chapelle au niveau diététique. Parce qu'on te dit, oui, mais un peu de viande, un peu pas de viande, et ainsi de suite. En fait, l'important pour moi, vraiment, je tiens à le dire aussi, parce que ça permet aussi de déstresser, parce que souvent on dit, ouais, Thierry, c'est monsieur cru, c'est monsieur mange pas de viande, et ainsi de suite. L'important pour moi, c'est d'avoir dans son alimentation une abondance des produits pour lesquels nous avons été designés. C'est-à-dire notre système digestif, on pourrait y passer encore du temps, mais a été prévu pour fonctionner sur les fruits et sur les légumes, uniquement. Cru, si possible, parce qu'il y aura une quantité de minéraux plus importante. Si les légumes sont cuits, ben, on perd un peu de minéraux, mais c'est pas gravissime. Ça aussi, c'est bon à savoir, quoi. Il faut pas en faire toute une montagne. Mais cru, si possible, au maximum. Et que c'est ça qui va apporter, eh ben, la quantité de minéraux nécessaires pour pousser le corps vers l'alcalinité. Et que finalement, quand on parle de guérison, quand on parle de bonne santé, on parle d'énergie nerveuse, on parle d'alcalinité, et on parle de laisser les processus régulateurs se faire dans le corps de manière à rétablir l'équilibre et à retourner vers l'homéostasie. Alors, toute notre vie, ben, cette espèce de combat entre les forces d'acidification, qu'on dit de catabolisme, hein, et les forces d'alcalinisation, qu'on dit d'anabolisme, ont lieu. En fonction des choix qu'on va faire, eh bien, on va pouvoir orienter dans un sens ou dans un autre. Ce que je sais, c'est que même quand le catabolisme a été maximal, parce que moi j'étais dans un état où le catabolisme avait été maximal, les réserves avaient été pompées à l'extrême. J'avais plus aucune réserve, j'avais plus aucune ressource au niveau nerveux. Il restait qu'un pouillème en moi. Ben, il n'empêche que ça puisse être regarni. Et c'est pour ça que je suis extrêmement optimiste, malgré le tableau que j'ai pu présenter, malgré certaines fois l'espèce d'accumulation qu'on se retrouve avec les maladies des uns et des autres, parce que je sais que ça peut redémarrer à tout moment. Ça peut redémarrer à tout moment à partir du moment où on a compris la règle du jeu et à partir du moment où on choisit de jouer à notre jeu. Alors j'espère qu'au travers de cette présentation, ben, je vous aurai donné envie, au moins, d'essayer de jouer à notre jeu. Souvent, je dis aux gens, bon, vous avez écouté ma soupe là, bon, il y a peut-être des choses qui vous ont interpellé, puis il y a d'autres trucs, bon, ok, ça va, il est bien gentil, mais ça paraît un peu gros, son histoire. Parce qu'effectivement, on parle de guérir, mais vraiment de guérir, non pas de supprimer les symptômes, d'atteintes aussi lourdes que des atteintes de type tumoral, que des atteintes de type auto-immune, hein, que ce genre de choses bien lourdes. Alors on peut dire, ouais, bien gentil, mais là, c'est pas possible. Alors, ce que j'ai envie de dire à chacun, c'est faites l'essai. Faites l'essai simplement 3 semaines, 1 mois, déjà 1 mois et demi. Vous allez voir ce qui va se passer. Toutes les personnes qui ont fait l'essai, elles peuvent témoigner de quelque chose. Même les résultats, après, ils vont dépendre d'une personne ou d'une autre. La rapidité des résultats, ils vont dépendre souvent de l'état du système nerveux. Mais il y a une chose qui est évidente. Je crois que la majorité des gens, ils ont perçu qu'il y avait quelque chose de radicalement changé dans leur vie. Qu'il y avait quelque chose, il y avait une zone de fracture, il y avait quelque chose qui était changé. Cette chose qui est changée, déjà souvent, c'est la réappropriation de ses choix de santé. C'est sortir de l'arbitraire, sortir du pas de chance, j'étais pas au bon endroit au bon moment, qui fait que d'un seul coup, on se retrouve avec un sale coup, une sale maladie, avec un non pas possible. Non, on comprend ce qui se passe, on fait des choix, on exerce son libre arbitre, on fait des choix et on essaie de se mouvoir au mieux. Dernière petite remarque, si vous avez suivi cette présentation. Dernière petite remarque, pour pas non plus que vous soyez trop surpris si vous donnez à cette expérimentation une chance, comme je vous l'ai dit, symptôme ne veut pas dire problème. Disparition des symptômes ou absence de symptômes ne veut pas dire bonne chose. Effectivement, quand on commence à renourrir de manière adéquate un organisme qui est complètement congestionné, qui étouffe sous ses propres toxines, il y a des possibilités, selon l'individu, selon la vitesse à laquelle on le fait, que des symptômes apparaissent. C'est nécessaire. C'est un processus normal. Ils ne sont pas à craindre. J'en parle abondamment. Si vous n'avez pas été trop lassé par ça et que vous n'avez pas encore eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, de découvrir les vidéos que je fais, ben je m'étends de façon assez logoréique sur un site qui s'appelle Vivre Cru, dont le nom va changer très rapidement, qui s'appellera Régénère. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a, paraît-il, 375 heures
de vidéos. Ouais, c'est paraît-il. En plus, elles sont bien parce que vous verrez, si vous les regardez avec les dates, vous verrez qu'au début, je commence les vidéos, je suis comme ça. Et puis après, je suis un peu mieux. Donc on se dit, bon, techniquement, ouais, pas trop de mérite. Je démarrais à si bas que finalement, bon, de toute façon, si ça s'était pas amélioré, j'aurais plus fait de vidéos. Mais vous verrez qu'au travers de ces vidéos aussi, je partage ces moments dans lesquels finalement, il y a des symptômes qui réapparaissent. Sauf que si on comprend à quoi correspond le symptôme, à ce moment-là, on l'accueille. C'est pas l'objet de cette présentation de vous expliquer tout le façon d'accueillir les symptômes et tout. C'est pas pour faire de la pub, mais on a donné un stage juste avant, la semaine dernière, à Val-David, et pendant une semaine, j'explique ça. S'il y a vraiment des gens qui ont envie d'aller plus loin, je donne à peu près tout dans les vidéos, c'est gratuit. Et s'ils veulent l'avoir de façon cohérente, eh bien en mai dernier, on a filmé ce stage, et ça va être disponible sous forme de DVD ou en téléchargement dans le mois. Là, on est en train de faire les dernières petites finitions, mais ça a été super bien filmé. Mais de toute façon, tout est disponible gratuitement en vidéo sur YouTube et sur le site Vivre Cru. Voilà, je vous remercie. On va passer à un temps de questions-réponses. Je tenais à dire deux choses, deux petites précisions. Ici, il y a une boîte. Non mais là, c'est pour... ok, ça va. Ici, il y a une boîte. La conférence est totalement gratuite. Hein. Par contre, ceux qui ont envie de se délester, hein, d'expérimenter une expérience d'allègement et de désengagement des nécessités, des vicissitudes matérielles, hein, pour expérimenter une espèce de, voilà, de félicité. Bon ben, si vous voulez décongestionner votre porte-monnaie, vous pouvez, ça aidera les organisateurs à payer la salle. Autre chose, là c'est une initiative toute personnelle. Il y a dans cette salle une personne qui a un état de santé qui nécessite très rapidement d'avoir des soins de type irrigation colonique. C'est-à-dire c'est une technique de passage de l'eau qui permet de nettoyer les intestins et qui permet de diminuer la toxicité intestinale de manière assez radicale. Cette personne a peu de ressources. Si vous avez envie de contribuer à ce qu'elle puisse avoir des irrigations, où est Sylvie? Voilà, il y a Sylvie, hein, qui est elle-même hydrothérapeute, bon pas sur Montréal, mais qui se chargera de lui trouver une hydrothérapeute sur Montréal qui tienne la route. Donc vous pouvez donner une contribution à Sylvie qui la redonnera à cette personne. Pareil, si vous pouvez, super. Si vous pouvez pas, super. De toute façon, tout est très bien. J'espère que vous aurez profité de cette conférence. J'espère surtout que ça vous aura donné une conviction si vous étiez à une adhésion. Ça vous aura titillé quelque part si c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour vous. Je comprends que ça puisse être, si c'est nouveau pour vous, complètement déboussolant. C'est gros. Moi aussi, au début, ça m'a paru énorme. Je vous encourage, peut-être, à aller voir un peu plus, à écouter des témoignages, à voir un petit peu s'il n'y a pas quelque chose à aller creuser de ce côté-là. Je vous remercie beaucoup. Merci. Ouais, c'est leur idée là.